vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores avec moi, Mathieu, toujours présent à mon propre podcast, évidemment. Et je suis en compagnie toujours de mon co-animateur, Max. Alors, Max, comment ça va cette semaine? Aussi bien que toi, mon petit gars qui est amoureux. Effectivement, je suis amoureux. Ah. C'est pas un podcast sur l'amour, alors on va pas s'étirer sur le sujet. L'amour, hein. Ah, c'est bleu. Okay. Oui, exactement. Tu devrais être un chanteur de chansons pour amour, d'amour. Là. T'es doué, Max. T'es doué. Merci. Bref, cette semaine, on critique un film qui a passé un peu sous le radar, je dirais, parce que c'est pas un blockbuster comme on a tendance à parler régulièrement, mais c'est un bon petit film vraiment surprenant qui s'appelle Bad Time at Elm Royal, qui est une nuit à l'hôtel El Royal en français, je crois. Non, c'est un sale temps. Un sale temps à l'hôtel El Royal, c'est ça, je crois. Et donc, qui est un film vraiment intéressant, on va pas être plus loin. Mais aussi, avant ça, on va parler, entre autres, du trailer d'Aladin. On va parler de Black Panthers et on va parler aussi de la franchise Rapide et Dangereux. Et sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Oh oui. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques et on commence comme d'habitude avec ce qu'on a vu et écouté. Et Max, je vois que tu en as beaucoup à dire cette semaine, alors je te laisse y aller. Ouais, moins que toi, là. Oui, j'ai écouté 2 films, en fait. J'étais relax cette semaine. Je vais t'avouer, avec la sortie du nouveau Call of Duty. Ne dis rien. Je sais, tu es prévisible. Alors, je vais retenir toutes mes blagues que j'ai en rapport à ce jeu-là. J'en ai une bonne quantité. Là. Ouais. Bref, j'ai écouté 2 films d'animation le même soir. Alors, c'est tout ce que j'ai écouté cette semaine. J'ai écouté... je l'avais jamais vu. J'étais intrigué parce que ma plus jeune sœur l'a vraiment écouté beaucoup quand elle était petite. Mais pas parce que t'es petit que t'écoutes nécessairement des bons films. Il y a des films que j'ai écoutés quand j'étais petit puis finalement c'était vraiment pas bon. J'ai écouté Le Lorax. C'est l'histoire d'un chat, je pense? Non, en fait, c'est un jeune entrepreneur qui s'en va Non, c'est vrai que c'est vraiment ça. Qui s'en va dans un boisé où que les animaux, où que tous les animaux chantent, et la joie et l'amour et l'harmonie passent. Et il vient à la conclusion qu'il faut... l'entrepreneur arrive et il décide de couper un arbre. Et le Lorax apparaît par magie parce que lui, c'est un peu le seigneur de la forêt et qui s'assure que la forêt soit en sécurité. Okay. Et dans le fond, le film va se résumer à lui qui affronte l'entrepreneur à empêcher qu'il abatte le bois, dans le fond. Et c'est bien, c'est pas fou, c'est-tu de Pixar? Non, je pense que c'est un studio de Sony, mais je suis même pas sûr dans ce que je dis. Okay. Mais c'est... L'animation est belle, mais c'est moyen vrai en fait. Il y a des moments que l'animation fait comme un peu dur. Au niveau de ces ours aussi, c'est comme... Des fois, ils ont l'air vraiment comme... Tu sais, des chansons que tu vas voir sur YouTube avec une grenouille ou un gummy bear, là. Oh boy. Des fois, ça look cheap un petit peu, mais c'était bien. Il y a un beau message environnemental dans le film. Mais sans plus, là. Il marquera vraiment pas les esprits. Et pour moi, c'est une des raisons qu'on entend déjà plus parler. Okay. Mais par exemple, j'ai écouté un Pixar. Oh! Vu que j'avais écouté le Lorax et qui parlait d'environnement, j'avais goût d'écouter un film qui s'approchait de ça. Mais c'est bien, bel et bien. Écouté là-haut. Oui. Non. J'ai écouté Wall-E, un film d'animation que j'avais écouté uniquement une fois, mais qui m'avait laissé vraiment un bon souvenir à l'époque. Puis il m'a leur redonné de bons souvenirs. C'est vraiment un film exceptionnel. Réussir à avoir un personnage qui parle pas et qui soit extrêmement attachant malgré qu'il soit tout rouillé, tout ça, et que le message environnemental est vraiment beau dessus, même si la fin me laisse un petit peu perplexe. Je t'avoue à l'écouter, vous comprendrez. J'ai trouvé ça, c'est vraiment une histoire qui est touchante. Puis c'est une belle histoire d'amour. Je me rappelais pas que c'était une histoire d'amour à la base. Et écoute, j'ai été charmé encore. Le film vieillit vraiment bien. Et c'est un beau petit bijou actuellement, ça, au cinéma. En DVD. Je suis très d'accord, c'est un des meilleurs films de Pixar. Je l'ai vu malheureusement comme toi juste une fois à la base. Je serais dessus pour l'écouter d'ailleurs, je l'ai écouté quand j'étais jeune. Et il m'avait quand même marqué. Surtout parce que justement le personnage parle pas, ce qui est assez particulier pour un film d'animation. Ils en font des fois, mais je veux dire, la du temps, c'est pas quelque chose de très marquant. Dans ce cas-ci, c'est vraiment bon. Ça me faisait penser un peu aussi au film Fantasia 2000, je pense que ça s'appelle. Je connais pas. Qui était un film entièrement fait avec un orchestre. Donc, on avait de l'animation, mais il n'y avait pas de paroles. Mais le film était...
on suivait l'histoire à travers la musique. Et puis c'est plein de petites histoires qui se suivaient. Je pense que c'était fait par Warner Bros. Je suis pas sûr exactement. Et je l'avais je l'ai écouté plusieurs fois, je l'ai bien aimé parce que t'avais pas de texte, mais en écoutant la musique, tu comprenais l'histoire. T'avais pas besoin de message pour comprendre ce qui était dit, ce qui était véhiculé, les émotions. Toi, t'étais dans les émotions, dans le fond, voilà. la musique. Et Wall-E, c'est un peu le même principe. T'as pas besoin d'écouter pour comprendre, tu le vois. Tu vois, tu ressens ce qu'il vit. L'ambiance est tellement bien faite que t'as pas besoin de plus, je veux dire. La seule affaire qu'il y a, c'est que dans le film, il y a comme des passages avec des vrais acteurs. J'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Puis ça détonne un petit peu dans du film, genre, je sais pas grave, mais je suis sûr que même à l'époque, je devais trouver ça bizarre. Là. C'est flou dans ma tête, ça, je me rappelle pas trop de cette passe-là, mais d'ailleurs, comme je dis, je suis dû pour le réécouter, ce film-là. Donc, je vais aller de mon côté. Ouais, vas-y. Je conseille un film que j'ai déjà vu, qu'on a déjà parlé sur le podcast, qui est Ant-Man et la Guêpe, qui est le deuxième de l'univers d'Ant-Man, qui est un film de super-héros dans l'univers de Marvel, et qui est sorti au début de l'été. Et on l'a déjà critiqué ici, donc j'en parlais pas très longtemps, mais je l'ai écouté avec des amis qui l'avaient pas vu, et j'ai pu voir des réactions des gens en direct, si je peux dire. Puis c'est quelque chose que j'aime d'avoir écouté un bon film, puis que mes amis le découvrent la première fois, puis je peux voir leur réaction par rapport à ce film-là. Et c'est drôle de voir leur réaction, parce que tu dis, ok, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va réagir. Puis tu le vois réagir, t'es comme, ah, je le savais. Et je sais pas, c'est un petit truc que j'aime. Moi, ça me rappelle, j'avais fait écouter à mon ex le Sixième Sens. Oh. Puis je savais le punch de fin, puis je l'avais vu comme une dizaine de fois, ce film-là. Puis j'avais tellement hâte qu'elle voit la fin, puis qu'elle fasse comme. Tu sais, qu'elle soit impressionnée, puis elle l'a deviné 20 minutes avant la fin. Oh non! Là, j'ai fait, non, c'est pas ça. Oh non! Ah, j'étais tellement déçu. Ouais, je comprends ça. Bref, Ant-Man, très bon film que je recommande de voir. C'est pas le meilleur film, je dirais, de Marvel, si je peux le remettre à jour. C'est même un des moins bons de la phase 3, genre. Et il crossait effectivement, surtout parce que, d'un, il apporte pas grand-chose à l'univers de Marvel. Absolument pas, même. Ben, il emmène un concept qui est la dimension quantique. Mais outre ça, l'histoire, tu peux la mettre n'importe quand, n'importe où, puis elle se place. Là. Je veux dire, t'as pas besoin de la mettre à la phase 3, puis elle aurait marché pareil, parce qu'elle n'a pas vraiment de lien. Mais c'est toujours le fun de voir le personnage d'Ant-Man, qui est vraiment unique en son genre, qui se détache des autres univers de Marvel. J'adore ce personnage-là, son pouvoir de grandir, de rapetisser. Moi, je trouve que ça fait des belles scènes, autant drôles que d'action. Même s'il n'y a pas beaucoup d'action qui est très démarquée dans le film, contrairement au premier. Ça reste quand même assez marquant comme film. Mais bref, c'est ça. Et j'ai écouté un autre film que j'avais déjà vu fait longtemps, mais je l'ai écouté plusieurs fois dans ma vie et je m'attends jamais de l'écouter. Et je considère que c'est un des meilleurs films de Tom Hanks. Pourtant, c'est pas un des films qu'on pense en premier en parlant de Tom Hanks, qui est, à mon sens, un des meilleurs acteurs d'Hollywood de tous les temps. Littéralement, écoute, tous les films qu'il a fait, je les aime. Là. Je pense qu'il n'y a aucun film que j'aime pas de lui. Là, puis il y a peu d'acteurs, je peux dire ça. Là. Et c'est le film Le Terminal, qui est un film basé sur une histoire vraie. Je l'ignorais à l'époque quand j'ai écouté le film. Ça m'a pris, je pense, 2 ou 3 fois d'écouter le film avant de savoir que c'était basé sur une histoire vraie. Et dans le fond, c'est l'histoire un Cracosien, parce que le personnage vient de la Cracovie, qui est un pays en Europe, et que dans le fond, il se retrouve pris dans un aéroport à New York, et à cause d'une faille dans le système, il ne peut pas quitter l'aéroport, ni retourner chez lui. Donc, il va vivre plusieurs mois dans l'aéroport de New York, et en parallèle, le directeur de l'aéroport ne l'aime pas. Il va tout faire pour s'en débarrasser, mais Tom Hanks étant Tom Hanks, c'est trop aimable, et tout le monde finit par l'aimer. Donc, ça crée une belle histoire. C'était Steven Spielberg qui avait réalisé ça? Il me semble que oui. Je vais vérifier en attendant. Qui est un excellent film, puis qui se déroule tout dans le même décor, qui est un aéroport. Et comme tu mentionnais tantôt, ça a été tourné à l'aéroport de Mirabel, ce qui est une belle anecdote en soi. Et je peux comprendre parce que ça demandait beaucoup d'espace. Je veux dire, tourner à l'aéroport, c'est pas évident que le monde qui passe puis là. Il était déjà fermé, fait que c'était comme. Tu peux pas fermer un aéroport, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, surtout que le monde qui passe, puis ils disent même au début du film qu'il y a genre au-dessus de 300 éléments qui passent par jour à New York, puis il n'y a jamais d'arrêt, il n'y a jamais de pause, là, c'est non-stop. Puis le film est très bon pour ceux qui ne connaissent pas. Dans le fond, ça, il est pris dans. C'est M. Steven Spielberg qui l'avait réalisé. Voilà, puis je suis pas surpris, c'est de qualité, mon gars. J'adore les émotions qu'on vit. Puis c'est la première fois que je l'écoutais en version originale avec des sous-titres. Parce que j'ai toujours écouté en français, le doublage est excellent. Mais j'étais curieux de voir Tom Hanks jouer avec un accent.
parce que dans le film, il joue pas un Américain, il joue un Cracosien avec un gros accent. Et en français, ça se fait assez bien. Mais je me demandais comment il était. Et écoute, tu crois pas qu'il est américain quand tu l'écoutes. Il a un gros accent, puis tu le vois, il est perdu, puis il essaie de parler en anglais, puis tu vois qu'il a de la misère à parler en anglais. Il est très crédible dans son personnage. Puis j'ai appris après, dans le fond, il a appris le bulgarien pour le film. Puis, entre autres pour le film, puis il parle super bien bulgarien, puis il y a beaucoup de Bulgares, autant des célébrités que des personnes de la Bulgarie qui ont dit qu'il parlait aussi bien qu'eux la langue. Puis c'est pour montrer à quel point c'est un excellent acteur d'avoir maîtrisé une langue comme ça pour les besoins du film. Écoute, ce film-là, il est émouvant. Et il y a beaucoup d'acteurs aussi dans le film qui font des petits rôles. Entre autres, Zoé Saldana, qui est connue en ce moment pour faire Gamora dans l'univers de Marvel, dans les Gardiens de la Galaxie. Puis aussi, il y a un acteur mexicain qui joue dans Rogue One, entre autres, que j'oublie son nom, qui fait de plus en plus de gros films aussi. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup ça. Puis plus ou moins le méchant du film, qui est le directeur de l'aéroport, qui est. C'est Steve quelque chose, il me semble. C'est lui qui fait dans le fond, le scientifique qui donne les pouvoirs à Captain America dans le film. Ouais, je le replace là. C'est un très bon acteur qui fait souvent des rôles quand même assez profonds, autant méchant que gentil. C'est un acteur à plusieurs facettes. Et là-dedans, ce que j'aime bien de ce genre de film-là, puis Steven Spielberg, il est bon là-dedans. Il y a un méchant dans le film, mais il est pas méchant. T'sais, il fait juste son travail. Là. Ah ouais. T'sais, il a pas le choix de faire ça, il a pas le choix d'être comme méchant parce que c'est son travail. Il est obligé de taper ses doigts de Tom Hanks parce que c'est sa job de le faire. Là. Puis à la fin, tu te dis, ok, j'en veux pas. C'est une belle conclusion, pareil. Puis ce film-là, il est très émouvant. Surtout la fin du film, là, qui est, moi, vient me chercher mes émotions. J'ai des larmes quasiment à chaque fois. J'en parle, puis j'ai des larmes là, en ce moment. Et écoute, si vous l'avez jamais vu, le Terminal, allez l'écouter. Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches pour finir sur ce film-là. La vraie histoire, ça s'est passé en Europe. C'était un immigrant iranien qui était pris dans l'aéroport en France. Il a passé plusieurs années dans l'aéroport en France. Et c'est vraiment une histoire très tragique qui ont voulu plus simplifier pour le cinéma, évidemment. Mais ça reste que c'est très profond dans le film. Mais je vais quand même mentionner que c'était basé sur une histoire. Ouais, il y a un livre sur cette histoire-là aussi, si vous voulez en savoir plus. Je vous invite à le découvrir. C'est vraiment un excellent film de Tom Hanks, de Steven Spielberg. On pense pas souvent à ce film-là en premier en parlant de Tom Hanks, mais moi, je le mets tout dans mon top de Tom Hanks. Pour être dans les séries, je suis rendu à la saison 4 de Brooklyn Nine-Nine. Comme j'ai mentionné la semaine passée, je fais un marathon. Cette série, on la dévore de même. Là, écoute, c'est des épisodes de 20 minutes. Là, c'est fou comment ça s'écoute vite. Là. Je peux pas m'arrêter là, un épisode après un épisode. Puis à chaque épisode, il trouve un moyen de te faire rire, de te faire des twists que tu t'y attends pas. Il y a tout le temps une histoire. Puis des fois, tu as des scènes très choquantes. Puis t'es comme, c'est très surprenant. Je vais rien spoiler, mais il y a un personnage à un moment donné dans saison 4 qui se fait frapper par un boss. T'es comme, elle se fait frapper par un boss. Puis t'es comme... Ouais, mais pour ceux qui nous écoutent. Puis écoute, je suis comme, voyons, c'est tellement inattendu comme moment, mais l'humour est super bon. Puis j'adore beaucoup Terry Crew, que j'avais jamais vu dans du côté comique. Ben oui, mais il me marque plus dans ses rôles d'action d'habitude, mais il a fait quelques rôles comiques, mais souvent il fait comme un peu le gars excité. Et dans ce cas-ci, il a un bon rôle, puis je veux mentionner qu'il est très bon. Puis souvent les acteurs comiques sont pas reconnus pour leur profondeur, mais j'ai écouté un des derniers épisodes que j'ai écouté cette semaine, c'est sur le racisme. Il y a un épisode sur le racisme. C'est vraiment Je trouve que c'est un des meilleurs épisodes de toute la série. Parce que oui, il y a de l'humour, mais il est bien amené. Puis il y a un côté profond. Puis c'est tourne autour du personnage de Terry Crew, qui est un lieutenant, qui est sergent de police et qui vit du racisme au début de l'épisode. Puis tout le long de l'épisode, il va le ramener parce que ça vient le chercher. Puis tout le monde n'en fait pas un cas. Puis ils disent de ne pas en faire un cas parce que ça va détruire sa carrière. Puis lui, il est pas d'accord. Il est prêt à sacrifier sa carrière si c'est pour qu'il y ait une justice, pour qu'il y ait d'avoir du racisme. Parce que lui, il a une famille. Puis il veut que sa famille vive dans un monde meilleur. Puis il comprend pas pourquoi, à notre époque, c'est encore véhiculé ça. Puis il est venu me chercher. Tu sais, je peux pas comprendre ce qu'il vit parce que, tu sais, je suis pas une personne d'origine africaine ou noire. Tu sais, je peux pas comprendre son sentiment, mais j'ai ressenti sa douleur. Tu sais, j'ai senti il comprenait ça. C'était pas juste un personnage qui jouait. Je le sentais pour lui, c'était facile de ressentir cette émotion-là parce qu'il l'a souvent déjà vécu. Là. Je l'ai senti profond, puis j'ai été surpris de ce genre d'épisode-là parce que généralement, c'est assez léger. Surtout le personnage principal qui réussit à mettre toutes les situations assez légères. Mais dans ce cas-ci, ils ont voulu mettre un ton un peu plus sérieux et ça m'a surpris. Écoute, après l'épisode, j'ai pris un moment pour digérer cet épisode-là, tellement que j'ai trouvé bon. Et c'est la preuve que cette série-là est de qualité. Là. Ouais, ça faisait des mois, je te le disais. Puis je suis surpris qu'elle a été annulée d'ailleurs. À force d'écouter les saisons, je suis surpris qu'elle a été annulée. Puis elle a été renouvelée finalement, mais je veux dire qu'elle a été annulée sur le coup. Ben, je pense que la Fox voulait juste s'en débarrasser.
moi, ce que j'avais lu, entre autres, c'est que les codes d'écoute étaient en pente descendante. Fait que quand ils commencent à moins de codes d'écoute, Ouais, la Fox a tendance à couper vite, là. ouais, dès qu'ils voient que ça commence à glisser, ils paniquent, puis on coupe, là. Ouais, puis pourtant, c'est une série qui, malgré des codes d'écoute un peu en chute, avait quand même une audience assez présente, là. Oui, puis... Il y a bien des canaux, des chaînes qui voudraient avoir cette audience-là, là. Ben, c'est pas pour rien qu'elle a été rachetée, puis aussi qu'il y a eu une pétition pour qu'elle soit renouvelée. J'ai vraiment hâte de continuer. Je suis rendu, comme j'ai dit, à la saison 4, milieu à peu près, je crois. Ouais, tu vois, la 5 est un petit peu en dessous, je trouve. Ok. Ben, en tout cas, je sais la scène qui m'a fait découvrir la série, qui m'a donné le goût, est dans saison 5, c'est Backstreet Boys. Oh, ouais, c'est ça. Je pense que ça allait vraiment booster la série, ça, en plus. Parce qu'écoute, on a un groupe sur Facebook, La Passion du cinéma, et il y a des gens qui ont parlé de cette série-là parce qu'ils l'ont commencé cette semaine. Et j'ai mis cette scène-là, puis il y en a beaucoup qui ont dit que c'est à cause de cette scène-là qui ont commencé la série. Et moi, je suis bien d'accord. Quand j'ai vu cette scène-là, ça m'a vraiment convaincu de donner une chance à cette série-là, et je regrette pas. C'est vraiment très bon. Je finis avec une nouvelle série qui vient de commencer. C'est commencé cette semaine. En fait, j'ai deux séries, excuse-moi, j'en ai oublié une. Mais je vais vous parler de celle qui est déjà mentionnée là, qui est Titan, qui est la première exclusivité du service en ligne DC Universe, qui se veut compétiteur à Disney et à Netflix et à Amazon, parce qu'il y en a de plus en plus. Et donc, ils veulent créer leur propre, ils ont créé leur propre plateforme pour faire du contenu 100% DC. Et c'est le premier exclusif, qui est une série qui est basée sur les personnages des Teen Titans, ce qui soit Robin, Raven, Starfire, Beastie Boy, etc., etc. Et dans le fond, la série se veut très sombre, se veut assez réaliste. Puis elle se veut aussi pour briser les genres, dans le fond que les histoires qu'on a l'habitude de voir des personnages ici sont un peu reconstruits. On a des surprises, entre autres Robin qui il est en colère envers Batman, puis dès le début de la série il va dire fuck Batman, littéralement. Mais dans l'ensemble, la série est surprenante, je m'attendais pas à une si bonne qualité que ça. Les effets spéciaux sont incroyablement bien faits. L'ambiance est très bien. Il y a des belles références. Les personnages sont vraiment intéressants, surtout le personnage de Robin. L'acteur, je le trouvais pas super intéressant à la base, mais il est très bon dans son rôle à date, c'est ce que je vois, en Dick Grayson. Aussi, l'actrice qui fait Raven, j'aime beaucoup son personnage, très torturé. Pour le personnage de Starfire, qui dans le premier épisode était assez survolé, l'actrice qui avait été très critiquée parce qu'elle était noire, je trouve qu'elle fait quand même une bonne job à date à ce que je vois. Puis que les effets spéciaux prennent bien sur elle. Et finalement, pour finir avec Beastie Boys, lui, c'est lui qu'on voit le moins dans le premier épisode parce que c'est un épisode qui met en place l'univers. Pour ce qu'on en voit dans l'épisode, je trouve ça vraiment intéressant. J'avais peur que ces effets spéciaux à lui soient mal faits, que ce soit du CIB. Et là, ça a quand même assez bien fait. Parce que dans le fond, son pouvoir, c'est qu'il peut prendre l'apparence d'animaux. Donc, essayer de mettre ça en réel, c'est quelque chose de pas évident. Même si la technologie existe, c'est des films de Disney qui l'ont fait. Reste que de faire un tigre vert, un ours vert, un singe vert, un oiseau vert, c'est pas évident à faire. Et de ce que j'ai vu à date, ça a l'air très bien fait. Et donc, l'intrigue a l'air très intéressante. Puis je vous invite à la découvrir, de ne pas vous laisser bloquer par le fait que ça a l'air d'être de moins bonne qualité ou que Starfire est une actrice noire. Ça vaut le détour, honnêtement. Et moi, j'ai été vraiment surpris. Ça va sortir chaque vendredi pendant il y a 12 épisodes, donc pendant les prochains mois, à peu près 3 mois. Et c'est important de préciser que pour l'instant, c'est juste sur DC. Mais Netflix vont le diffuser dès que la saison va être complète. Donc, d'après moi, ça va être en janvier, février. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés à DC, vous allez devoir attendre pour Netflix ou trouver une méthode plus ou moins illégale. Je te vois dans ton regard, Max, qui te cherche déjà une place pour l'écouter. Voyons, moi, tu me connais. Voyons, je suis quelqu'un qui paye pour tous les services qui existent. Alors, bref, une belle découverte cette semaine. Et je finis aussi avec c'est le retour de la série Superstore, saison 4. Il y a 2 épisodes de sortie. Je l'avais oublié, elle est passée sous le radar. Je l'ai découvert cette semaine. Et c'est une série que j'ai parlé l'année passée, qui est une sitcom américaine que j'ai découvert, que j'ai dévoré en genre 2 semaines, et qui est un peu dans la même lignée que Brooklyn Nine-Nine. C'est une série humoristique. On suit des employés qui travaillent dans une sorte de Walmart, qui est un superstore dans le fond, qui est un Cloud9, excusez-moi. Et qui se passe aux États-Unis. Et on voit toutes les situations qu'on peut voir dans un magasin ou que tous ceux qui ont travaillé au service à clientèle ont déjà vécu. Si vous avez travaillé au moins une fois en service à clientèle, vous allez vous reconnaître dans cette série-là parce qu'il y a plein de situations. Puis des fois, tu te dis, non, ça peut pas arriver. Mais oui, c'est quelque chose qui peut arriver. Ceux qui écrivent les histoires ont dit qu'il se base beaucoup sur des témoignages ou des expériences vécues. Parce que
on peut être surpris de ce qu'on voit, mais il se passe tellement de choses dans les magasins, des grandes surfaces, c'est débile. Et on voit souvent des mimes sur les réseaux sociaux et c'est pas surprenant. Mais cette série-là, l'humour est incroyablement bonne et les personnages sont tous intéressants. J'adore cette série-là. Je suis content qu'il y ait une autre saison. Et j'ai hâte à chaque épisode. À tel point que j'ai hâte, j'attends même pas le doublage, pas le doublage, les sous-titrages. Je l'écoute en anglais littéralement sans sous-titres et je l'adore. Elle s'écoute super bien. Donc d'ailleurs, Brooklyn Nine-Nine, je l'écoute en anglais parce que le doublage français, là. J'ai rarement vu un doublage aussi mauvais. Je comprends pas que ce doublage-là te dérange, mais t'as mis le doublage français de Désenchanté. Ouais, parce que déjà santé, c'est des voix. Gros, sont insupportables, je trouve. Moi, c'est des voix que je suis habitué d'entendre d'univers des Simpsons, South Park ou tout ça. Mais les voix utilisées pour Brooklyn Nine-Nine, c'est des voix qu'on entend souvent dans les séries qui sont doublées. Mais c'est des voix qui ne cadrent pas. Exemple, j'ai écouté la voix de Terry Crew en français. Puis elle rend pas justice à sa voix en anglais. Je trouve pas, moi. Tu l'écoutes en français? Ouais, moi j'écoutais une partie en français, ouais. En tout cas, j'ai écouté à date quelques épisodes et quelques extraits, puis c'est surtout lui, puis le boss, le capitaine, que leur voix, je trouve qu'ils cadrent pas. Mais tu sais, moi je défends toujours le doublage. Quand quelque chose me dérange, c'est pas pour rien, là. Si le doublage me dérange, c'est qu'il y a quelque chose qui chicote, là, parce que je suis tant pour le doublage. Et dans ce cas-ci, ça m'a vraiment bloqué. J'ai eu le même problème avec New Girl. C'est le même genre de doublage. Il y a même des voix qui se répètent. Donc, bref, on va être des nouvelles. Ouais. Donc, je te laisse y aller. Merci. Dans ton première nouvelle, Netflix a annoncé officiellement son casting pour Witcher, la série mettant en vedette Henry Cavill. On a su aussi le moment que la série serait disponible. Il va falloir s'armer de patience car elle ne sort pas avant 2020. Et ouais. C'est encore un bon 1 an et demi facile à attendre. On sait toujours pas la date exacte. On sait juste que Netflix mise vraiment en gros sur cette série-là. Ça se veut comme leur Game of Thrones à eux. Ouais. Alors, c'est une des raisons pourquoi que le temps, le temps d'attente va être si long. C'est pour s'assurer que la qualité soit là. Sinon, je vais embarquer tout de suite sur ma deuxième nouvelle parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur Witcher. Ryan Coogler, qui a réalisé le fantastique Black Panther, a été officialisé comme étant le nouveau réalisateur et scénariste du prochain film de Black Panther. Je suis vraiment excité parce que Black Panther m'avait beaucoup plu. On avait eu le droit à un vrai méchant. Je trouve qu'en ces derniers temps, au moins Marvel fait l'effort de faire des vrais méchants. Et je trouve que ça risque d'être franchement intéressant. J'ai hâte de voir la direction, vu que c'est un personnage que je connais pas. Si on prend l'exemple de Venom, là, qui son méchant Venom était très marquant. Oublions le film Venom tout court. C'est un cas d'école, hein, Venom. Genre, faut pas. Genre, les prochains réalisateurs dans les 10 prochaines années, il faut qu'ils regardent ce film-là en disant ok, ça je fais pas ça, ça je fais pas ça, ça je fais pas ça, ça je fais pas ça. Ouais, Venom, un cas d'école. Sinon, une bonne nouvelle, la série Iron Fist a été annulée. Une série qui est épouvantable. Ben, écoute, la première saison avait été quand même. Mauvaise. Non, excuse-moi. Tu me convaincras pas. C'est pourri. Elle est remplie de défauts la première saison, ok? Il n'y a même pas de qualité. Mais le mérite vient à la deuxième saison qui a beaucoup corrigé les défauts. Et que malheureusement, les gens n'ont pas toutes laissé leur chance à cette deuxième saison. Moi, je l'ai faite étant un grand fan de comics et je suis toujours ouvert à tester des séries. Et la deuxième saison est vraiment en qualité supérieure, même les critiques l'ont dit, même s'il y a encore des défauts. Surtout l'acteur principal que les gens ont de la misère avec. Je peux comprendre. Je trouve quand même qu'il fit, mais effectivement, il y a plusieurs défauts dans son personnage. Reste que la deuxième saison est très bonne. Puis c'est la première fois que une saison de Marvel Netflix avait une ouverture finale comme celle-ci. Écoute, j'avais jamais vu une si grosse ouverture pour de futures intrigues. C'était incroyable. Là, ça annonçait du lourd. Et là, qu'annule la série. C'est des affaires que le monde genre le plus, là. Genre la fin, mais tu sais, ça n'empêche pas quand même au personnage d'Iron Fist de rejoindre. Ceux qui gèrent les projets des séries Marvel, Netflix, ont dit que c'était pas fini pour Iron Fist. Ils vont encore utiliser le personnage, mais il n'y aura pas sa série. Donc il y en a qui pensent qu'il va être jumelé à la série Luke Cage, qui devrait être renouvelé pour une saison 3. C'est une question de temps. Sinon, il est prévu d'être utilisé, ils l'ont dit. Ils veulent utiliser le personnage, mais il n'y aura pas sa série. Est-ce que ça va être une série avec Luke Cage? Est-ce que c'est une autre saison de Defender? Je voulais le dire, mais t'as volé ma nouvelle, là. Je suis désolé. C'était ma nouvelle. Regarde, c'est pas grave, mais dans le fond, c'est ça. Fait que, aussi, les codes d'écoute, pas les codes d'écoute, mais le nombre de téléchargements fait sur la série était vraiment en basse, là. Il y a vraiment eu une drop drastique. De plus, on sait que Marvel va avoir sa plateforme aussi qui s'en vient bientôt. Et, Disney. De Disney, excuse-moi. Et il y a possibilité,
mais c'est une rumeur, parce que, puis je sais pas exactement d'où provient cette rumeur, qu'il pourrait que le site de streaming de Disney décide de reprendre la série et de la continuer. Mais écoute, c'est hypothétique. De toute façon, c'est dur de continuer une série que la qualité n'était pas nécessairement au rendez-vous, même si la saison 2 semble être moins pire. Les critiques, ça a été quand même pas tant élogieuses. Là. C'est quand même une des séries Marvel qui a la plus basse note. À titre d'exemple, Daredevil, qui est même pas sorti encore, a reçu une moyenne de 90%, et Iron Fist n'avait même pas atteint le 60%. La saison 2 est en haut de 60%. Non. Sur Metacritic, je pense que c'est à 56%. Là. Mais moi, je me fie à Rotten Tomato pour le cas que je te parle. Rotten Tomato, j'ai de la misère parce que c'est tout le temps drastique. C'est 60% ou 0. Fait que... Mais je sais que la deuxième saison avait été beaucoup mieux reçue. Puis je me rappelle à l'époque, j'avais checké les notes. Ben, à l'époque, il y a un mois de ça. J'avais checké les notes, puis elle avait été vraiment plus appréciée. Puis les notes étaient en haut de 60%. Là. Même le public était plus au rendez-vous pour les notes, pour la série, même s'il y en a beaucoup qui l'ont boudé à cause de la saison 1. Mais j'ai pas envie de partir dans un débat. Je sais que tu as des gros préjugés envers les séries Netflix de Marvel. Ben non, mais c'est faux. C'est complètement faux. En fait, c'est juste que je trouve que la qualité est plus là. Moi, Daredevil, si on avait le droit à un personnage profond avec un méchant qui avait du charisme à un potentiel fou. Et Daredevil, mais je continue à le dire que la saison 2 est en décode de la première parce que finalement on tourne en rond avec ces histoires de ninja-là qui finit pas. Iron Fist, on le sent clairement que ça a été rushé. Luke Cage, c'est long, ça tourne en rond. Le développement de personnage, tu coupes 3-4 épisodes parce que ça finit plus. Jessica Jones, c'est du remplissage. Ça a l'air que la saison 2, pour vrai, t'es la seule personne qui m'a dit du bien de la série. Tout le monde, de mon entourage, ont tous pas aimé la saison 2 de Jessica Jones. Elle est très bien cotée la saison 2 hein, de Jessica Jones. La preuve, c'est qu'elle a été renouvelée. Une semaine après sa sortie, elle a été renouvelée pour une 3e saison. J'entends trop de mal pour. Tu sais, je veux dire, il y en a qui disent que Batman v Superman est un bon film aussi. Là, ben écoute, le film qu'on critique cette semaine, là, les premières critiques que j'ai vues, c'est des critiques négatives. Puis pourtant, je suis allé voir ce film-là. Puis on l'a apprécié tous les deux. Oh ouais. Ben Venom, on a eu raison aussi. Ben, moi, j'ai quand même apprécié Venom pour ce que c'était. Ouais, pour ce que c'était. Mais effectivement, bref, je te laisse conseiller, tu as d'autres nouvelles. Ouais, j'ai ma dernière nouvelle. Tu voulais absolument qu'on en parle. Idriss... Ben, il faut le mentionner, là, moi je trouve que. Je sais pas, là, en tout cas, on peut en parler. Idriss Elba sera le méchant du prochain film de Hobbs et Shaw. Et Shaw, ouais, j'ai l'impression à dire. Le spin-off de Rapid et Dangereux, mettant en vedette The Rock et Jason Statham. Très attendu. Ouais, j'ai vraiment hâte. Le film il est en plein tournage. Ça a l'air que tout va bien. Ça va sortir l'année prochaine pour l'été. J'ai vraiment hâte. La première image est sortie. Ouais, c'est ça. On voit une confrontation entre Jason Statham et The Rock sur une table avec les deux points. Tu vois que The Rock, la grosseur de ses bras fait la tête de Jason Statham. Là. Mais bon, écoute. Je parlais aussi de l'image d'Idriss Elba. Ils ont sorti une image. Ouais, ben c'est ça, j'allais emmener aussi. Ouais. Idriss Elba, on le voit, c'est une photo justement encore en noir et blanc, accompagné de soldats avec lui. Je sais pas à quel point il va être méchant, mais j'ai hâte de voir la direction qui va être prise. Je trouve qu'on dirait ce qu'on voudra Fast and Furious, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la direction que la franchise a pris. Il y a vraiment un beau casting à chaque film. Il amène tout le temps on a eu Charlize Theron, on a eu Kurt Russell, on a eu Idriss Elba. C'est qu'on a eu il y a pas longtemps. Il y a une actrice britannique qui était dans le dernier aussi, Hélène Mirren, je pense qu'elle s'appelle. Oui, c'est vrai. Elle fait la mère de Jason Statham, là. C'est des beaux castings, pour vrai, on dira ce qu'on voudra, mais c'est sûr que c'est des franchises les plus payantes. Ben oui, c'est les plus rentables en ce moment. Là, oui, écoute. Je pense que la franchise était comme quasiment évaluée à 4 milliards de dollars de rentabilité, c'est énorme. Là. Ouais, surtout depuis que The Rock est là. Ouais, ça l'a boosté pour vrai, même s'il est moins là dans le 6e. Puis dans le 7e, il est moins là aussi, mais dans le 8e, il est comme là tout le temps. Là. Ouais, il est là tout le temps. Fait que je te laisse y aller, Matt, avec tes nouvelles. Oui, d'abord, on a le film Bloodshot qui s'en vient. On a une première image qui est sortie. Le film devrait sortir l'année prochaine, qui est basé sur le comic du même nom, qui est un comic de la compagnie Valiant Comics, qui se veut comme une alternative à DC à Marvel, car on connaît tous Marvel et DC parce que c'est les deux plus gros en matière de comics, mais il existe d'autres compagnies et Valiant Comics se fait sa place de plus en plus dans l'univers des comics. Je connais pas beaucoup honnêtement. Je connais par contre leurs personnages principaux, entre autres Bloodshot, qui va droit à son film, qui va être joué par Vin Diesel, que les gens ont acclamé. Et la première image le montre en son personnage Bloodshot. Et pour ce que j'en sais, ça a l'air très représentatif du personnage. Il y a la peau blanche avec des points rouges sur le corps et les cheveux longs, tout ça. Ça a l'air vraiment bien pour l'apparence. Et je serais curieux de voir le film dans la mesure que on pourrait avoir le droit à un troisième univers de super-héros au cinéma si ce film-là fonctionne. Je sais pas si c'est le but recherché, mais je pense que c'est un test. Ouais, puis c'est Sony qui le distribue, j'ai compris.
Je pense que ouais, c'est Sony qui le distribue. Fait que Sony cherche une solution, là. Peut-être bien, parce que comme je dis, Valiant, c'est comme un peu le troisième dans l'univers des comics. Ils font beaucoup de comics, puis beaucoup les trouvent comme rafraîchissants. Surtout parce qu'il y a beaucoup de comics qui commencent un peu à prendre l'âge ou que les histoires viennent moins intéressantes. Dans le cas présent, Valiant, c'est tous les personnages originaux qu'on ne connaît pas ou peu et qui ont des histoires vraiment intéressantes. Je te parlais tantôt qu'il y a une super héroïne que j'ai eu je sais pas son nom par cœur, mais elle est blonde puis elle est grassette et elle est informaticienne si je crois bien. Et elle va avoir une vie atypique. Là. Oui, elle a des super pouvoirs, mais tu sais, elle a des problèmes que tout le monde peut avoir, des problèmes de famille, d'amitié, de couple, tout ça. Et elle va devoir gérer ça. Et aussi le fait de son apparence, le fait qu'elle soit une femme, tout ça. Donc c'est pas juste une histoire de super-héros classique. Il y a vraiment beaucoup de thématiques autour. Et c'est vraiment acclamé pour ça. Et pour tous les personnages dont Bloodshot aussi. Et je suis vraiment curieux, comme j'ai dit, de voir le résultat. Selon la première fiche, ça a l'air vraiment bien. Je pense qu'ils veulent mettre le paquet pour montrer qu'ils peuvent faire de quoi avec ça. Parce que comme je dis, il y a un grand univers en arrière de ça, de ce film-là. Donc si ce film-là marche... Excusez-moi, je serais pas surpris de voir d'autres films dans cet univers-là exister. Donc, est-ce que Sony prévoit un deuxième univers étendu de films de super-héros? J'ai comme l'impression que... Donc, pour continuer, dans mes nouvelles, on a James Gunn, qu'on a arrêté de parler depuis un certain moment, qui était le réalisateur et scénariste des Gardiens de la Galaxie, des deux premiers, et il avait été expulsé de l'écurie Disney, après qu'il y ait des Twitter qui dataient de 10 ans avaient refait surface, après qu'il s'est attaqué à Donald Trump et que des républicains ont contre-attaqué. Malheureusement, quand la politique embarque dans le cinéma, ça fait pas souvent des bonnes choses. Et c'était vraiment une triste nouvelle, je trouvais, à l'époque, de perdre tellement un bon réalisateur pour cette franchise-là, qui s'alignait pour faire un record, qui était de faire une trilogie complète chez Marvel, ce qui n'était pas encore vu. Par contre, comme je te mentionnais, ça pourrait être possible avec le réalisateur de Black Panthers, parce qu'il est bien parti pour, il va faire les deux premiers. Donc si tout va bien, il pourrait aussi s'occuper du troisième, s'il y en a un troisième, évidemment. Tout va dépendre du succès du deuxième, évidemment. Reste que là, James Gunn, la nouvelle, c'est que il était engagé pour être le scénariste du film L'Escadron du Suicide, Suicide Squad en anglais, 2. As-tu jamais ça? L'Escadron du Suicide. L'escadron du suicide. Ouais. Ou non, tu dis pas ça. Mais je pense que même au Québec, en français, ils l'ont pas changé. Parce que c'est le titre français de la Suicide Squad, L'Escadron du Suicide. Excuse-moi. On t'avait de la misère. 2, qui est quand même très attendu, même si le premier avait divisé les fans. À chaque fois qu'on c'est pas un bon film, là. Ben, je te dirais que j'ai quand même... je l'avais mis dans mon classement, si tu te rappelles, il y a 2 ans, dans mes films préférés. J'avais trouvé ça intéressant pour le côté fidèle au comique. Les références étaient très bonnes, ce qui n'est pas souvent le cas des films de Marvel. Souvent, ils prennent des libertés. Et dans ce cas-ci, je trouvais qu'il était quand même très fidèle pour les comiques. C'est trop difficile, là, mais des fois, Mathieu, là... T'as aimé Venom, t'as aimé Suicide Squad, aide-moi, là! Venom, j'ai trouvé divertissant, il y a une nuance. Ouais, okay. Justice League est divertissant. Justice League est divertissant aussi. Bref, pour continuer ma nouvelle, il a été choisi pour être scénariste et les rumeurs vont aussi pour dire qu'il pourrait être le réalisateur du deuxième Suicide Squad. Mais c'est ça qui est écrit, par exemple. Ouais, c'est ça qui l'écrit pour l'instant, mais les rumeurs sont fortes aussi qu'il pourrait être le réalisateur. Ça devrait être bientôt choisi parce que le film devrait être en tournage à milieu 2019, si ma mémoire est bonne, car l'acteur Will Smith avait fait reporter le tournage parce qu'il y avait entre autres Bright 2 à tourner cette année. Donc il était pris entre autres dans ce tournage-là. Donc on a accepté de reporter Suicide Squad pour lui et pour d'autres petites raisons, mais bref. Mais David Ayer, dans le fond, c'est juste parce qu'il va réaliser finalement l'affaire Harley Quinn et... Ouais, Bird of Prey, ouais. qui est un autre des gros films attendus de l'univers de DC qui va sortir en 2020. Mais pour le cas actuel de Suicide Squad, qui était considéré, même si il y avait les fans, c'est un des films qui étaient les plus rentables pour DC. Ouais. Parce que les fans ont beaucoup aimé Harley Quinn dans le film, qui a plu beaucoup aux fans. Ouais, je pense pas que c'est le problème, c'est pas le casting, là. Non, je pense pas que c'est le casting le problème du film. Il y a quand même des bons acteurs dans le casting, là, je veux dire. Autant c'est que Harley Quinn que Will Smith, que lui, Jared Leto, qui est un excellent acteur. Jared Leto, dans tous ses personnages, il se met à fond. Et on le sent qu'il est à fond dans le Joker. C'est pas le Joker que tout le monde a voulu avoir, je peux le comprendre. On va se le dire entre toi et moi, le prochain film de Joker avec Joaquin Phoenix semble pas mal meilleur. Ça me semble beaucoup meilleur, même si j'ai des inquiétudes, à savoir un film sans Batman sur le Joker. Ben, t'as pas vu les derniers extraits où on voit des affiches qui mentionnent Wayne partout? Ben, il y a Thomas Wayne qui va être dans le film. Ça a été confirmé. Il y a l'acteur qui est dedans. Écoute, tu t'es tapé Gotham au complet sans Batman.
Ben oui, il y a Batman dans Gotham. Ouais, il est pas encore là, techniquement. Ouais, il y a Bruce Wayne. Bref, C'est ça. Fait que c'est faisable. c'était la nouvelle sur James Gunn. Je suis vraiment content pour lui parce que je trouve ça stupide de Disney de l'avoir cliqué comme ça. Il y avait mis une pétition, tout ça. Et même dans la trolley de cette nouvelle-là, Dave Bautista a dit qu'il était intéressé à rejoindre le casting de Suicide Squad 2. Et il y a des rumeurs qui disaient qu'il préfère. Ben, en fait, il a dit qu'il aimerait ça faire un personnage badass, genre King Shark, qui est un homme requin, ou entre autres Bane, qui est un méchant emblématique de Batman. Les deux étant des personnages qui peuvent fitter dans cet univers-là. Entre autres, King Shark, qui a déjà été membre de la Suicide Squad, et Bane qui pourrait fitter, entre autres, dans ce genre de groupe-là. Je serais down, honnêtement. Il y aurait la carrure pour. C'est un acteur, cut. Et, Puis ça, la face cachée, t'as pas l'impression qu'il a passé de l'autre bord en même temps. non plus, mais tu sais, ça dérange pas en même temps. Il y en a plusieurs qui le font. Je veux dire, cet été, on a eu le droit à Laurence Fishburne. Laurence Fishburne qui a passé de Man of Steel à Ant-Man. Et ça, c'était bien. Je pense qu'il y a juste comme les têtes d'affiche qui peuvent pas vraiment. Ben, c'est sûr que c'est moins évident quand tu dis, mettons, Chris Evans lâche Avenger, puis il s'en va jouer, mettons, je sais pas moi. Green Lantern. Green Lantern, là, t'es comme, ok, non, je suis pas sûr. Ben, je pense que moralement, l'acteur le fait pas non plus. Là. Non plus, là, il y a de l'attachement aussi. Mais tu sais, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, comme Ryan Reynolds, qui a switché les deux bords. J'ai hâte, par exemple, tu sais, quand là, on sait qu'Avengers 4 va sûrement beaucoup de personnages qui reviendront plus après. J'ai hâte de voir ces acteurs-là faire autre chose maintenant. Là. Tu sais, Robert Downey Jr., qui est comme super talentueux. Ouais. Il est tout le temps dans les films Marvel. J'ai hâte de le voir faire autre chose. J'ai hâte aussi. Puis d'ailleurs, Chris Evans, il y a un film qui est dans ma liste depuis un bout que j'ai écouté de lui parce qu'il réalise des films lui aussi. Il y en a un qui ça se passe avec. Comment ça s'appelle déjà c'est une actrice qui joue dans la saison 2 de Alicia Eve, je crois qu'elle s'appelle. Elle joue dans la saison 2 de Iron Fist. Et dans le fond, ça se passe où que, dans une nuit, aux États-Unis, dans une ville où que les deux vont se croiser. Chris Evans est comme une espèce de musicien itinérant. Puis elle court parce qu'elle est en retard à un party, tout ça. Et leur vie va s'entrecroiser. Et tout le long de la nuit, ils vont se recroiser à chaque fois. Et ça a l'air vraiment une bonne histoire. Il y a vraiment juste ces deux acteurs-là vraiment principaux dans le film. Le reste, c'est vraiment très secondaire. Il y a comme une histoire qui se tisse entre les deux. Et ça a l'air vraiment très bien. J'ai vu plusieurs fois la bande-annonce passer dans mes affaires. Et dans ma liste depuis un moment parce que j'avais lu que c'était réalisé par lui-même. Donc, parce qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il aime réaliser, qu'il veut réaliser des films. C'est pour ça, entre autres, qu'il veut se calmer du côté Marvel. Il veut partir sur ses propres projets. Ah ouais, puis il a fait quoi, 7 films ou 8? Il en a fait plusieurs, puis il a fait quelques caméos, entre autres dans Thor. Il a fait un caméo dans Thor aussi. Je sais pas si tu te rappelles quand Loki prend l'apparence de Captain America. Oh, oui, je me rappelle. Puis Dans aussi, Thor 2, là. Ouais, dans Thor 2, puis il a fait un caméo dans Spider-Man aussi à la fin. Bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de voir le prochain Avenger, voir les résultats que ça va faire. Mais c'était une nouvelle sur James Gunn. Autre grosse nouvelle, moi je l'attendais quand même pas mal. C'est une bande-annonce d'un film qui est très attendu de l'univers de Disney. Disney est parti sur le fait d'écrire plein de films, de prendre plein de classiques de Disney et des mettre en vrai. Donc, en prenant des vrais acteurs, en mettant des vrais décors, tout ça. Et là, le prochain sur la liste, en fait, il y a Dumbo qui s'en vient, mais l'autre prochain sur la liste, c'est Aladdin. Que moi, je suis vraiment excité parce que Aladdin, c'est toujours été un de mes films Disney préférés. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu l'original, par exemple. Ça fait longtemps aussi. J'ai joué, par exemple, au jeu Super NES qu'il y avait de Aladdin. Oui, moi aussi. Qui est excellent. Ça a l'air de rien, mais il est excellent. Oui, j'y avais joué aussi. Et dans le fond, j'aime beaucoup Aladdin, surtout le premier film. J'ai vu le deuxième film juste une fois, je crois. Et je pense qu'il y en a un troisième qui existe aussi Aladdin, mais je suis pas certain. Là. Je parle à travers mon chapeau, mais je sais qu'il y a au moins 2 films. Mais le premier est un film culte, surtout que sa musique, c'est vraiment mémorable. Et là, on a le droit à un teaser qui en a peu montré, mais en même temps montré juste assez pour nous donner envie. J'ai aimé voir le décor. Ça a vraiment représentatif du film. J'ai l'impression qu'ils veulent faire comme pour La Belle et la Bête et reprendre l'histoire telle qu'elle et juste la transposer en vrai. Je sais pas si tu as eu le même feeling que moi. Excuse-moi, oui, absolument. Mais ça a l'air trop fidèle, peut-être? Ben, il y en a qui ont reproché ça à La Belle et la Bête, donc ça peut être le cas ici aussi. Ouais, mais La Belle et la Bête, ouais, c'est ça, parce qu'ils prenaient aucun risque à part une chanson, genre. Ouais, genre, puis qu'un des personnages était homosexuel. Ouais. Ouais, il est trop dans le film, c'est ça le problème. Là. Ouais. J'ai rien contre le monde homosexuel. Je veux juste préciser mon point, j'ai rien contre le monde homosexuel. C'est juste qu'on essayait de faire. On voulait montrer à quel point qu'il était gay, genre. Ouais. Le gars, en tout cas, bref, ça c'était gossant. Ouais, je comprends. Mais bref, c'est ça. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Moi, ça m'a ramené en enfance et écoute, j'ai été ébloui. On voit peu, par contre, l'acteur principal qui joue Aladdin. On le voit juste à la fin du teaser. Pour ce que j'en vois à date, ça a l'air correct, mais j'aimerais ça en voir plus, le voir parler, voir agir. Puis j'ai hâte de voir aussi le génie.
qui n'est pas montré dans le teaser. Je pense qu'ils veulent nous garder un peu plus de surprise. Ouais, c'est sûr. Là. Mais ils vont avoir de la pression dans la mesure qu'à l'époque, le génie c'était joué par Robin Williams. Et là, c'est quelque chose de. Est-ce que tu connais la petite anecdote par rapport au film avec Robin Williams et comment il s'est fait arnaquer? Non, je sais non. Disney a arnaqué Robin Williams. Ah ouais? Oui, il y a une entente. Dans le fond, Robin Williams acceptait de faire le rôle du génie, mais il refusait que les jouets aient sa voix. Ah. Et parce que je pense que c'était dans le but de défendre justement la surconsommation. En tout cas, il faudrait que j'aille chercher les détails exacts, là, je suis pas vraiment sûr. Puis finalement, Disney l'ont fait genre sans son consentement. Genre. Ils ont été obligés de donner une bonne somme d'argent à Robin Williams pour que ça passe. Aïe aïe. J'ai dit ça de même. Ouais, en tout cas, tout ça pour dire que Robin Williams, ça va être dur à battre parce que c'était un acteur 5 étoiles. Puis, tu pensais qu'il l'aurait refait s'il serait encore vivant actuellement? Je serais pas surpris, ça aurait été cool. Parce que le génie, ils vont pas juste mettre Will Smith bleu, là. Il risque d'être en animation. Probablement, là, mais très bien fait. Mais oui, effectivement. Puis Will Smith, il doit avoir de la pression sur ses épaules. Il doit le ça savoir. va Will Smith, là, genre avec ses guns pis ses chaînes. Yo, là-dedans, man. Est-ce que t'en souhaites, gros? Les chantent genre la tune de Prince of Bel-Air, là. Puis... ouais, mais... Parce que j'ai hâte de voir s'il va être à la hauteur. C'est une de mes inquiétudes parce que, tu sais, Robin Williams, dans le génie, il était incroyablement bon. Là. Moi, je me rappelle les scènes du génie dans le film. Tu sais, c'est en animation, mais reste que... Je suis sûr que Will Smith est conscient de la tâche et qu'il va pouvoir nous montrer quelque chose d'intéressant. J'ai hâte de voir une vraie bande-annonce pour en avoir plus à mijoter. Mais pour ce que j'ai vu, je suis très content. Disney fait vraiment attention avec ses œuvres. Je suis vraiment content. Même si des fois, il y a des petits risques, on parlait tantôt de l'homosexualité. Ils ont voulu mettre ça trop à l'avant, ça a un peu énervé le public. J'ai regardé une photo de Will Smith ce matin sur Facebook. Je le suis sur Facebook. Et il faut que je le mentionne, tellement que c'est anodin. Il me montrait une photo de lui qui était sur une bolle de toilette, qui est à genre 50 étages, et que sa bolle de toilette est vis-à-vis une grande vitrine. Oui, je l'ai vu, parce qu'il est assis sur la plus haute toilette au monde. Ouais, ça a fait comme... OK. À Dubaï. J'ai vu la photo un peu avant qu'on commence le tournage du podcast. J'ai vu la photo. Dans les nouvelles, c'est une petite nouvelle. Après Venom, qui vient de sortir, Sony prépare déjà son prochain film dans son propre univers de Marvel. Et le prochain sur la liste est Morbius, qui va être joué par Jared Leto, on l'a déjà mentionné. Mais ils ont annoncé le début du tournage. Ça va être en janvier 2019, donc très bientôt, pour une sortie probablement l'année suivante. Pour l'instant, Sony la joue assez safe, dans la mesure qu'ils sortent un film par année, donc ou 2 ans à peu près. Ils commencent à étaler leur univers, s'ils font attention. Là, ils apprennent de leurs erreurs avec Venom. Ils vont pas... Non, Max. Chris, ils se sont plantés avec Amazing Spider-Man 1 et 2. Et puis après ça, le premier Amazing Spider-Man, je l'ai trouvé bon. Il est correct. Mais le 2, il est épouvantable. Ouais, le deuxième était épouvantable. Tu pas aimé? Ben, il était correct, là! Il est divertissant comme film, mais il y a Non, beaucoup, pas du tout, il y a beaucoup de trucs qui m'ont énervé. La chose que j'ai principalement aimé de ce film-là, c'est l'utilisation de son sens araignée. Ils l'ont montré vraiment, ils l'ont mis beaucoup plus de l'avant que dans tous les films de Spider-Man qu'il y a eu à date. Parce qu'il y a des scènes de ralenti vraiment intenses dans le film. Ça montre comment fonctionne son sens araignée, qui est souvent peu exploité dans les films de Spider-Man. Ouais, mais où que je reproche au film de Venom, c'est qu'il y avait tout leur temps pour le faire. T'avais le temps de faire un bon film. Tu sais, si tu veux... Tu sais, ils ont pris leur temps pour faire Iron Man 1, pas pour le 2, ça a paru. Là, il y avait le temps pour faire Venom. OK, on passe ce bon film-là. C'est un investissement à long terme. Tu pars ta franchise comme il faut, avec un bon scénario. Chris, t'as le casting, t'as un bon réalisateur à la base. Et crème, tu y vas all-in, puis tu prends le temps de faire ton film. Là, c'est clairement les mains du studio qui ont tout gâché le film. Venom aurait pu être peut-être pas un chef-d'œuvre, mais au moins un bon divertissement, puis il n'arrive même pas à ça. Là. Effectivement, le film est quand même une grosse déception en soi. Et même si, étonnamment, il a le même effet que Suicide Squad à l'époque. Le public l'adore, mais la critique le déteste. Ouais, je vais aller voir en attendant combien il est rendu. Mais je sais qu'il a diminué un peu. Je l'ai suivi un peu cette semaine parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui en ont parlé sur les réseaux sociaux. Et de mémoire, je pense qu'il est rendu à 79% pour le public, ou 118, il me semble. Parce qu'il avait passé à 89, puis il a tranquillement descendu, mais ça a fait la même chose avec Suicide Squad. Il était à 88, je pense que c'est sur Metacritic. C'est très bon, là, 88. Là, mais ouais, c'est à 88% par le public. Et généralement, ça prend 2-3 semaines à peu près, même 2 semaines, quand même représentatif, pour avoir une note assez figée. Mais des fois, c'est un peu plus long. Je sais que Suicide Squad, ça a pris quand même à peu près un mois avant que ça se stabilise, parce que ça fait beaucoup jaser. Reste que c'est assez surprenant, parce que les professionnels, ils donnent 31%, mais le public, il donne 88%.
Et j'avais déjà fait un débat ici au podcast de l'importance des critiques et est-ce qu'on doit s'y fier ou pas. Et c'est un très bon exemple, je trouve, Venom. Dans ce cas-ci, c'est un cas d'école, comme tu dis. Surtout pour les critiques. On peut se poser mille une questions en regardant ça. À savoir d'où est l'erreur des critiques, tu comprends? D'où qu'il y a un écart comme ça. Il y a beaucoup de raisons. Là. Effectivement, le film est rempli de défauts, mais il reste que un écart aussi gros, c'est dur à expliquer. Donc, c'est ça, Morbius 2019, le tournage commence avec Jared Leto. Comme je l'ai dit, j'espère que ça va être mieux. J'espère aussi que pour Venom, ils vont sortir une version directeur cut ou complète par Blu-ray. Je suis curieux de voir le résultat initial du film. Parce qu'à la base, c'était censé être beaucoup plus sombre et violent. Donc, à voir. Bref, c'est tout pour les nouvelles. Et là, on va être du côté de la chronique box-office avec Max. Alors, nous allons y aller sans plus attendre. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Alors, on est du côté de la chronique box-office, la partie préférée de Max de l'émission depuis qu'il l'a créée. Et j'ai hâte d'entendre les résultats parce que la semaine passée, on a fait un pari, toi puis moi, savoir qui de nous deux faisait la meilleure prédiction. Ouais. Donc, je t'écoute. Ben, je vais attendre un petit peu avant de la donner parce qu'il faut bien je vous tease, mesdames et messieurs. On va commencer par Goosebump qui est sorti un peu inaperçu. Ouais, quand même, hein. Même beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de films qui sont sortis récemment avec ça a comme passé un peu sous le radar. Ouais, en plein ça. En fait, Goosebump 2 mettant en vedette tout sauf Jack Black. Ouais. Excusez-moi, il y a Parce qu'il joue dans la pendule de l'Halloween en mettant. Ouais, c'est ça qui est un film qui ressemble en plus beaucoup à celui-là. Mais... Il y a des similitudes, effectivement. Oh, ouais, il y a de quoi comparer. Dans le fond, c'est ça, Goosebump 2. Moi, j'avais prédit 32 millions de dollars, ce qui serait honorable, honnêtement. Surtout que c'est le deuxième, tu sais, il est déjà connu. Ouais, ben c'est ça. Puis je me disais, écoute, c'est ça. Ça a tout pour comme marcher, si on veut. Ouais. Et ben non, en fait, ça n'a pas marché du tout. En fait, le film a récolté seulement 16 millions. C'est vraiment très moyen. La moitié de ta prédiction. Ouais, littéralement, la moitié. Ça sent comme un échec, là. Ouais. Fait que un gros échec par rapport à ça. Sinon, si on y va avec le deuxième film, c'est First Man que toi puis moi on s'est entendu pour s'ostiner. Ouais, ben, j'étais pas très d'accord avec ton résultat. C'est rare que je suis de même. D'habitude, t'es quand même bon dans tes prédictions. Tu sais, des fois, tu te plantes comme là, lamentablement. Mais généralement, t'es quand même assez doué t'es bon pour les chiffres. Et là, je trouvais que t'étais un peu bas en termes d'estimation. Et j'ai l'impression que c'est moi qui s'est trompé. Ah, les deux, on s'est trompé. Hein? Le film, tout estimé à 60 millions. Ouais. Le box-office. Je me rappelle, j'avais dit ça. Ouais. Très gros. Mais je me disais, ta prédiction avait quand même un certain sens. Les critiques sont bonnes, le casting est là, le réalisateur est là, le visuel est là. Tout est là pour attirer l'œil. Moi, j'ai prédit 38 millions de dollars. Puis tu trouvais que c'était très faible. Ouais, j'ai trouvé. Et moi, je trouvais encore que j'étais un peu élevé. Puis j'avais même le goût de descendre à 24 millions la semaine passée. Puis finalement, tu m'as dit, Max, non, garde ta décision. J'ai fait, Ouais. OK. Ben, imagine-toi donc que le film a juste fait 16,5 millions de dollars. 16,5 millions? J'étais dans le champ, mais toi, tu l'es en tabarnak. Ah, mais il était full bien coté! Ah oui. Puis, parce qu'on se comparait à Star is Born le week-end passé. Ouais. Puis non, ça... Écoute, je suis vraiment surpris. Surtout que c'est un film sur l'histoire américaine. Puis quand il y a des films comme ça, les Américains d'habitude sont au rendez-vous. Là. Ah, écoute, je suis sans mots. Ouais, ben moi aussi, j'étais un peu surpris, honnêtement. Je pensais pas que... Tu sais, je pouvais pas m'attendre que ça flop, mais je pouvais pas m'attendre non plus que ça... C'est aussi bas que ça, là. En tout cas, je suis vraiment surpris pour vrai. Ben oui. Le film qu'on est allé voir et qu'on va critiquer tout à l'heure, Bad Time at the Hell Royal, Ouais. moi j'avais présenté à 16 millions de dollars. Et tu m'avais trouvé sévère aussi sur ce film-là. Ouais. Et écoute, j'étais pas tant loin. Ah non? Il a fait 11,2 millions de dollars. Ok. C'est vraiment pas beaucoup. Je trouve que le film mérite clairement un peu plus. Mais ouais, seulement 11,2 millions. Fait que ma prédiction est pas parfaite, mais elle est quand même relativement proche. Alors, malheureusement, j'ai malheureusement l'impression que Bad Time, le film El Royal, rentrera pas dans son budget, malheureusement, qui est estimé à 32 millions. Et on en reparlera tout à l'heure. C'est assez dommage parce que, en tout cas, on en reparlera, mais j'ai apprécié ce film-là. J'ai vraiment aimé. Sinon, pour ce qui est de la semaine prochaine, mes prédictions... Il y a du lourd qui arrive. Ouais, quand même. J'en ai pris 2 que je considère qui sortent de la masse. On a The Sisters Brothers.
Les frères Sister. Mettant en vedette Joaquin Phoenix et John C. Reilly et Jake Gyllenhaal par la même occasion. On a clairement un beau casting ici. John C. Reilly, ça a l'air qu'il est absolument impressionnant. Les critiques du film sont vraiment bien, sans être non plus considéré comme un chef-d'œuvre intemporel. Les critiques sont là. Et moi, je crois que c'est un film qui peut quand même ramener son monde. Les westerns, ça pogne beaucoup aux États-Unis. C'est du classique, tu sais, ça apporte tout le temps des westerns. Mais tu sais, il n'y a pas non plus une hype de malade mental, hein, on s'entend. Moi, je pense qu'il pourrait faire facilement un bon 25 millions à son premier week-end, ce qui en ferait quand même un bon week-end. Là. Ça serait très honorable. Sinon, pour ce qui est du dernier film que j'ai choisi, et qui est le The Big Shit of the Weekend, c'est le film qui est attendu. Là. J'ai fait ma prédiction et je suis sûr que je vais me planter. Parce que je trouve que c'est un peu difficile de prévoir ça, mais quand je vois comment qu'un The Nun peut amener du monde, je me dis que ce film-là est clairement capable de réussir ça. Moi, je prédis... C'est le film Halloween. Halloween qui est officiellement une suite au premier film, même si techniquement il y a eu 2 autres suites au premier film. Il y a eu d'autres films après aussi. Par la même occasion. Et dans le fond, les critiques sont là, sont très élogieuses. On a droit à madame, malheureusement j'ai oublié le nom, mais l'actrice principale qui était dans le premier film. Son famille c'est Lee Curtis, mais j'ai pas son prénom. Jamie Lee Curtis, c'est ça? Je pense que c'est ça, ouais. Qui est revenu, merci de me l'avoir trouvé, qui est revenu pour jouer en... Parce qu'elle était très mémorable dans le premier film, là. Ben, beaucoup... quand on pense à elle, elle est beaucoup associée à Halloween, justement. Oui. Et je pense sincèrement que le film peut vraiment réussir à gagner sa patte. Parce que c'est probablement le plus gros film d'Halloween pour l'Halloween. Je sais que ça a l'air bizarre, là, d'une main. Puis, vu les critiques sont là, il y a une attente. C'est une suite demandée. John Carpenter travaille sur le projet. Le réalisateur, il a vraiment une bonne feuille de route. Je pense que tout est là pour que le film marche. Je peux me tromper, mais moi, je prédis 70 millions pour son premier week-end. Aïe, ok. Mais écoute, Danone, je pense qu'il a fait plus que ça à son premier week-end. Fait que moi, je serais pas surpris. J'ai l'impression qu'il va rentrer fort. Parce que les tripeux de films d'horreur, quand c'est des gros films d'horreur, ils vont tous. Et toi et moi, on y va vendredi prochain justement pour le critiquer. Ouais, effectivement. J'ai très hâte d'aller le voir. J'ai hâte de le voir aussi. Malheureusement, je pense que j'ai juste vu 1 ou 2 films. Non, j'ai vu 2 films de la franchise Halloween. J'ai vu le premier qui est le classique. Puis j'en ai vu un autre que je pourrais pas me dire c'était lequel. Je sais que j'en ai vu un autre qui jouait à TV à un moment donné. Mais je sais qu'il y en a eu beaucoup de films, puis la plupart sont considérés comme moyens. Là. Ouais. Mais ça a l'air que le 1, 2, 3 sont vraiment à écouter, puis après ça, là. Ouais, ça déraille un peu. Ouais. Puis il y en a un, je pense, avec Busta Rhymes, là, en tout cas, bref. C'est ça. Fait que, ouais, Halloween, je pense qu'il va réussir son week-end. Il pourrait faire. Mettons, je fais une prédiction, genre, complète, là, mettons, en fin de route, je serais même pas surpris qu'il atteigne les 350 millions, là. Ça serait très bien. Si le public aime le film, tu sais. Je serais pas surpris, comme je dis, c'est une franchise qui est connue. Il y a eu des films à travers les années, le personnage est emblématique. Puis l'actrice principale, écoute, elle donne tout. On le voit dans la bande-annonce, là. Juste la voir aller, je trouve ça incroyable, là. Elle est vraiment prenante, donc j'ai hâte de voir ce film-là, puis je serais pas surpris qu'il fasse un tel montant. J'ai vraiment hâte, moi. En tout cas, on y va voir, ouais, on s'en va le voir en fin de semaine. J'ai vraiment hâte. Bref, c'est fini pour ta zone? Ouais. Donc, on va dans la zone non-spoiler, et je rappelle, Steven, on critique le film c'est quoi le titre en français, s'il te plaît? Un salton à l'hôtel El Royal. Un salton à l'hôtel El Royal. Au Bad Time at El Royal. Et voilà, donc on y va sans plus attendre. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est dans la zone non-spoiler, et c'est souvent on critique le film Saltan à l'hôtel El Royal. Je pense que j'en fais réussi à le dire sans me tromper. Yeah! Qui est en anglais Bad Time at El Royal, qui est un film de Drew Goddard, qui nous a donné le film Cabane dans les bois, un film d'horreur que j'ai trouvé très bon. Toi aussi, je crois. Ouais, c'est dans mes films d'horreur préférés à vie. Il est un excellent film et qui va aussi réaliser bientôt aussi le film X-Force, qui est censé être un des spin-offs de l'univers des X-Men, que pour l'instant, c'est un projet qui est sur la glace, qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis, je pense, 2 ans. Donc, on se demande ce qui arrive. Et à part ça, il n'a pas vraiment été réalisateur, il a été surtout scénariste, entre autres sur Deadpool ou sur la série Defender. Mais il n'a pas fait encore de très gros projets. Mais
Smith, donc à part Cabin des Bois, qui je trouve est un excellent film, qui prouve ses qualités de réalisateur. On sent un peu le même style ici, en termes d'histoire et de tournure d'histoire. On viendra plus loin sur le réalisateur. Comme acteur, on a quand même un très gros casting pour ce film-là, qui est quand même un petit film à la base. On a Jeff Bridges qui joue un prêtre, un père, qui est le père Flynn, qui est un des premiers personnages introduits dans le film. On a aussi Dakota Johnson, qui joue une femme assez mystérieuse, qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur son personnage, qui est le personnage d'Emily. C'est pas mal ça qu'on sait d'elle. On a John Hamm, qui joue un vendeur d'électroménager, qui est le premier personnage qu'on voit dans le film. On a aussi Cynthia Eviro, qui joue une chanteuse afro-américaine. Qui s'appelle Darlene. Darlene, effectivement. On a aussi Lewis Pullman, qui joue le réceptionniste de l'hôtel. Un acteur que je connaissais pas vraiment et que j'ai beaucoup aimé dans le film, qui joue Miles Myler. Puis on a aussi, pour finir le casting, Chris Hemsworth, connu entre autres pour jouer Thor dans tous les films en rapport avec les personnages de Thor dans l'univers de Marvel. Ici, il joue Billy Lee, qui est un chef d'une secte, si je peux dire. Ouais. Je peux le dire comme ça, même si c'est pas vraiment mentionné. Bref, ça c'est pour le casting. C'est produit par Goddard Textile. C'est distribué par Fox. Et côté critique, c'est très, très intéressant. Car je ne m'attendais pas que ce soit aussi bas côté critique professionnelle. Metacritic a donné 60% d'avis positifs, ce qui est bien. Moi, je m'attendais à plus. Moi, je lui donnerais plus que ça. Le public est plus sur rendez-vous avec 76%. Déjà là, je trouve que c'est plus représentatif de la note qu'il mérite. Rotten Tomatoes, c'est un peu dans les mêmes eaux. 71% côté professionnel et 76% côté public. Et je trouve, à mon sens, c'est déjà plus représentatif du film. Je pense que c'est d'accord avec moi. Absolument. Absolument. Et je laisse aller avec le budget. On a un budget de 32 millions, comme je disais tout à l'heure. Et un petit budget. Oui, quand même. Surtout que les acteurs qui sont dedans. Là. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui sont pas là longtemps, fait qu'ils coûtent pas tant cher. Et un box-office de 11 millions de dollars actuellement. Je pense que malheureusement, le film ne rentabilisera pas son budget. Ou sinon, il va probablement se rendre à 32 millions sans problème, mais il ne réussira pas à faire comme le double. Là. C'est oublier ça. C'est assez dommage. C'est un film qui aurait mérité d'être une réussite. Je trouve qu'il est vraiment bon. Ouais, il est sorti pas dans le bon temps, je trouve. Ouais, ben, il y a trop de gros films autour de lui. Là. Il y a Venom c'est Venom qui est premier cette semaine. Là. Ouais, ben. Puis la semaine prochaine, ça va être Halloween, probablement. Ouais, forcément. Fait qu'il commande deux. Là. Il était mal placé, un peu comme. Au début de l'été, quand il y a eu plein de gros films sur 100 ans, on a eu Star Wars, Avengers, Deadpool, ils sont tous sur 100 ans. Han Solo aussi, là. Ben Solo, ça j'ai dit, puis ça a comme créé un problème de box-office, puis ils se battaient tous pour la première place. C'était comme pas idéal. Là. Et bref, petite anecdote, il y a Xavier Dolan dans le film. Oui, c'est vrai. J'avais oublié avant d'écouter le film, mais je l'avais lu dans un article. Il fait un petit rôle dans le film durant une scène, mais il est quand même marquant. Et j'étais content. Et surtout aussi, c'est quoi à dire, mais il fait sa propre voix. C'est quoi à dire. Ouais, mais tu sais, c'est un gars qui a tout le temps fait du doublage. Puis je trouve vraiment qu'il se double bien. Habituellement, les acteurs ont de la misère à se doubler eux-mêmes. Genre. Ouais, ou tu sens que la voix ne compte pas parce qu'il va avoir son accent. Là. Souvent, quand il y a des actrices ou des acteurs français qui jouent dans des films américains, ils font leur propre doublage, mais tu le sens quand tu l'écoutes qu'il y a comme l'accent français qui embarque. Fait que, oui, tu comprends que c'est un français, mais en même temps, ça accorde un peu moins bien. Souvent, mettons, Marion Cotillard, qui est une actrice qu'on voit de plus en plus à Hollywood, fait ses propres doublages la plupart du temps. Et quand tu écoutes son doublage, c'est sa voix. Mais quand tu écoutes les. Tu sais, elle accorde pas avec les autres, là, sa voix comme. Parce que je sais pas l'expliquer. Là, je comprends. Bref, supposé que Xavier Dolan dans le film et que j'ai bien apprécié, on va en reparler un petit peu plus loin. Le film, ça raconte quoi? Eh bien, ça raconte. C'est dur à expliquer, hein? Moi, juste un petit aparté avant qu'on commence. On est allé voir un peu le film, genre, sans savoir nécessairement c'était quoi. Ouais. On a vu le casting, on a vu de l'esthétique avant l'air cool, on a regardé un petit peu des extraits. J'ai vu des teasers. Ouais. On a fait, OK, go, on se lance, puis on avait goût de faire comme changement. On venait de sortir de Venom, là, puis on avait goût de comme d'autres choses, là. Complètement une autre direction, puis c'est surtout un blockbuster. Et ça a fait du bien, honnêtement, parce que, pour vrai, ça a pris une demi-heure avant que je comprenne l'histoire du film. Ouais, ben, dans le fond, l'histoire du film, c'est l'histoire qui se déroule autour de l'hôtel El Royal dans les années 70, 60. 60 que j'ai lu. Ouais, 60. Et donc, c'est plusieurs personnes de milieux différents qui, leur vie se croisent
à cet hôtel-là, à ce moment-là de l'histoire. Et on ne connaît pas vraiment leur passé ni leur futur. C'est comme vraiment, on rentre en plein milieu d'une histoire, si je peux dire. Et dans le fond, ils vont chacun avoir leur petite histoire qui va s'entrecroiser. Et au final, il va y avoir un fil conducteur qui va tout y relier à la fin. Donc, on va avoir, exemple, John Hamm, qui est un vendeur d'électroménager, qui va être là parce qu'il vient pour une vente dans la région. On a le personnage joué par Cynthia Evero, qui est une chanteuse qui a un contrat dans la région. Ou entre Jeff Bridge, qui joue un prêtre, qui doit aller rejoindre son frère, je crois, dans une autre église. Donc, ils ont tous chacun leur motif dans l'hôtel, mais ils ont tous un côté sombre, parce que le film se veut très sombre et très stressant, je veux dire. Il y a des moments de tension dans le film. Absolument. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc l'histoire, c'est ça, genre, je peux pas en dire beaucoup, parce que ça spoilerait automatiquement le film. Ouais. Parce qu'on rentre rapidement dans le spoiler en parlant de l'histoire. Donc c'est pas évident, mais la base, ça tourne autour de cet hôtel-là. Et tout le décor est là. Il n'y a pas d'autres paysages, mais c'est bien filmé, c'est bien montré. On se tente pas de voir ce décor-là. Donc voilà. On va retourner au casting, en commençant avec Jeff Bridge, qui est un des personnages principaux du film. C'est pas le principal, même. Ça pourrait être, on pourrait considérer comme le principal, si je peux dire. Et aussi qui est, comment je dirais ça, un des acteurs les plus connus du casting, là, si on regarde le casting en soi. Lui et Chris Hemsworth, c'est comme les deux superstars du film. Là. Ouais, c'est littéralement ça. Donc, je vais te laisser commencer avec Jeff Bridge. Moi, Jeff Bridge, je l'aime d'amour. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui nous a montré souvent qu'il était très talentueux. Je trouvais que ces derniers temps, on le voyait un peu moins dans des rôles un peu plus marquants. Je trouve que ça là-dedans, il s'en tire super bien. Il y a une scène justement que je vais éviter de dire qu'est-ce qui se passe, mais où qu'elle vient émotionnellement touchante. Autant que le film peut te surprendre sur bien les aspects, parce que tu apprends sur les personnages au fur et à mesure. Le personnage de Jeff Bridge, c'est probablement le plus attachant malgré son côté sombre, on va dire ça ainsi. Ouais. Pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé son interprétation. Moi aussi, c'est un acteur que j'aime beaucoup voir. Malheureusement, il a tendance à faire toujours le même type de rôle. Souvent le rôle du gars barbu avec les longs cheveux. Puis c'est comme le mentor. Il fait souvent des rôles de mentor ou d'homme comme le gars de Texas, là, le gars badass. Et souvent, exemple, récemment, on l'a vu dans Kingsman 2, où c'est un peu le cas. Il fait comme le chef des Statesmen. Et, il est comme il a joué dans Tron 2 aussi. Dans Tron 2. Et il joue dans Iron Man 1 aussi. D'ailleurs, il fait le méchant. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de cheveux. Ouais, il n'y a pas de cheveux, c'est ça qui est bizarre parce qu'il n'y a jamais pas de cheveux. Là, c'est ça qui est particulier. Et j'ai aimé ça le voir dans un rôle un peu différent. Ici, il y a un rôle vraiment plus profond qui montre vraiment l'étendue de son talent. Il nous fait vivre une gamme d'émotions assez différentes parce qu'autant qu'on va l'aimer, autant qu'on va le détester, autant qu'on va être touché par lui. Puis il nous surprend tout le long du film. À chaque fois, on dit qu'il ne peut pas plus nous surprendre, mais il essaie toujours de nous surprendre. Et c'est ça que j'aime beaucoup de son personnage. Dès le début du film, tu te dis, OK, tu as de la misère à le cerner comme personnage. Tu te demandes, c'est-tu une bonne personne ou une mauvaise personne? Puis tout le long du film, tu n'es pas sûr. Tu sais, ça joue entre les deux. Puis c'est quelque chose que j'aime parce que ça reste dans la nuance. Et ça ajoute quelque chose de très bien à son personnage. Et donc, je trouve que c'est un de ceux qui se démarque le plus du film. Je pense qu'on va skipper Chris Hemsworth parce que ça va spoiler un peu le film. Ouais. Mais on va y aller avec John Hamm, qui est l'autre tête d'affiche du film, que je vais commencer. Ouais, qui, dans le fond, il fait un vendeur d'électroménager, d'aspirateur, si je ne me trompe pas. Et qui va se retrouver là. C'est comme le plus jovial de la gang, parce qu'ils sont tous un peu sombres. Mais lui, c'est le premier arrivé, puis il a le sourire, il a de l'énergie, il se présente. Même au début du film, tu as l'impression que c'est lui qui gère l'hôtel, tellement qu'il a de l'énergie. Puis très bavard. Puis pourtant, comme tous les autres personnages, son histoire est très complexe. Puis c'est un acteur que j'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de ses films. Mais j'ai vu récemment, entre autres, dans Baby, qui m'avait beaucoup marqué. Ouais. J'ai aimé le voir là-dedans. T'as-tu écouté Mad Men? Non, j'ai pas écouté Mad Men. C'est l'acteur principal de la série. Là. C'est là qu'il s'est fait connaître, dans le fond. C'est ça que tu m'avais dit. Et je sais que c'est un acteur qui est excellent, qui est capable de jouer une variété de rôles. Puis on le voit dans ce film-là, qui est capable de faire une variété de rôles. Il y en a beaucoup qui pensent que ça pourrait être lui le prochain Batman. Ouais, il y a des fortes rumeurs que ça pourrait être lui. Je le verrais bien, en plus. Je serais pas contre. Il y aurait ce qu'il faut. Ben, sûr, il faudrait qu'il s'entraîne un peu, là, parce que c'est pas un acteur super cut à la base. Ouais, mais il y a une gueule. Ouais, il y a une gueule, puis il a quand même une tête carrée et tout. Mais non, j'ai beaucoup aimé son personnage. Hey, je fais une petite parenthèse. T'as-tu le scandale par rapport au pénis à Batman? Oui. Il est bien membré, Batman. Hein? Tabarnak! Ok, bref. Oh boy, ouais. Tu peux continuer. Ouais. Googlez, vous allez comprendre.
Googlez ça, ouais, sans commentaire. Donc, John Hamm, je trouve que c'est un de mes personnages préférés du film. C'est un personnage très attachant. Et comme tous les autres, il y a une tournure qui te jette à terre aussi, d'une certaine manière. Donc, vraiment une très bonne performance. J'ai beaucoup aimé son personnage. Toi, Max? J'ai beaucoup aimé John Hamm aussi. C'est un acteur, comme je dis souvent, qui est là, il est comme en train de faire un. Tu sais, il a fait Tag récemment. Ah, Tag, je l'ai oublié, ouais. Il a fait justement Baby Driver, qui était vraiment excellent dans Baby Driver. Je pense que c'est un acteur qui est en train de montrer ses cartes de jeu en ce moment, puis il montre à quel point il est talentueux. Je trouve ça le fun parce qu'il varie ses rôles. En même temps, d'avoir tout le temps les mêmes rôles, il est tout le temps en veston-cravate dans n'importe quoi qu'il joue. Là. Il est comme obligé, ça a l'air. Ça y fait bien, ça y fait bien. Ouais, c'est ça. C'est parce que dans Mad Men, en plus, il est en veston-cravate pendant comme 7 saisons. Oh mon dieu! Fait qu'il est comme tout le temps bien de même, là. Il doit être écœuré des fois. Là. Si ce gars-là s'est pas attaché sa cravate, il y a clairement un problème. Bref, j'ai beaucoup aimé ça. Je l'aime beaucoup. Je trouve vraiment que c'est un acteur qui a une méga prestance. Son personnage est comme. On est ambivalent parce qu'on peut comme le pas l'aimer comme on peut l'aimer. Ça va être surtout ses choix de mots qu'il va utiliser dans le film qui va peut-être nous laisser un peu perplexe malgré tout. Mais sinon, en titre général, vraiment John Hamm, c'est un acteur qui je considère qu'on va continuer à voir vraiment au fil des années. J'apprécie vraiment beaucoup et j'ai aimé beaucoup son jeu dans ce film-là. Ok, je vais aller avec l'actrice principale, je dirais, du film, qui est Cynthia Erivo, qui joue une chanteuse afro-américaine, que je connaissais pas l'actrice. Avant ça, je pense l'avoir déjà vu quelque part, mais je suis pas certain à 100%. Mais je trouve que c'est une des personnages qui m'a le plus ému, dans la mesure que c'est un des personnages les plus développés dans le film. C'est la plus humaine. La plus humaine, voilà. Et autant que chaque personnage a une face sombre, autant ce personnage-là se détache des autres dans la mesure qu'il n'a pas vraiment de passé trouble, d'un terrible secret. Oui, elle a vécu des choses terribles, à ce qu'on comprend, mais en réalité, je veux dire, c'est genre une des moins pires de la gang. C'est la moins pire de la gang. C'est la plus. Comment je faisais ça? La plus lumineuse, si je peux me prendre cette image-là. Juste vite, je suis allé voir la carrière de Mme Willow. Ouais. Et elle a joué seulement dans 2 films qui sont sortis cette année. Dans le fond, c'est une chanteuse à la base. C'était une réelle chanteuse de musique soul. Ah, ben, est-ce qu'elle a une très belle voix? Parce qu'on l'entend chanter avec plusieurs reprises dans le film. Excusez-moi une seconde. Je sais pas ce qu'on a aujourd'hui. Hein? Ouais, on a mal à la gorge. Elle chante à quelques reprises dans le film. Elle est excellente. J'adore sa voix. J'adore son personnage, comme j'ai mentionné. Elle vient chercher nos émotions parce qu'autant qu'on a de l'ambivalence pour tous les personnages, ceux-là, on va se sentir, on va s'attacher à ce personnage-là parce qu'il arrive des choses aux autres personnages, puis on se dit, c'est dommage qu'il arrive quelque chose à elle. Puis tout le monde est comme un peu dépassé par les événements parce que pour elle, elle a une vie normale, elle veut juste chanter, elle veut pas avoir de problème, puis elle va s'embarquer dans une histoire qui le regarde pas. qui le regarde pas, puis ça va comme changer sa vie. Et j'ai trouvé ça vraiment bon, ça m'a ému et j'ai adoré son personnage. J'ai hâte de la revoir, autant pour l'entendre chanter, je trouve qu'elle a une très belle voix, autant qu'elle est capable de jouer vraiment un bon personnage. Et même si ça n'a pas dû être évident pour elle, parce que vu que c'est à l'époque, à quelques reprises, il utilise le mot nègre. Et ça va pas être évident pour de se faire dire ça, parce que c'est un terme qui est plus vraiment utilisé aujourd'hui. C'est un terme vraiment aboli. Mais de l'utiliser comme ça, sans hésitation dans un film, ça doit pas être évident. C'est quelque chose qu'on voit plus, mais quand c'est d'époque, ils veulent rendre ça fidèle, je peux comprendre. Mais en même temps, la première fois qu'ils le disent au début du film, ça commence une des premières scènes, il y a traite de négresse, t'es comme. Ah ouais, puis t'as senti tout le monde dans la salle. Ouais. Tu sais, c'est arrivé sec, t'es comme. Hein? En tout cas, bref, j'ai bien aimé sa performance, toi. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve que c'est une des meilleures actrices du film. Elle chante trop à mon goût, par exemple. C'est une qu'elle chante comme 4 tonnes dans le film. Ouais. C'est la seule affaire que je suis comme. Elle m'a gossé un petit peu pour ça. Mais sinon, c'est l'interprétation la plus honnête et le personnage le plus humain, car elle a clairement un background. Écoute, on nous montre une fois une scène. Backflash. Flashback, excuse-moi. Je n'irai pas dans les détails, mais ça montrait à quel point que ce personnage-là a du vécu. Et c'est un personnage qui est comme vraiment bien écrit. Puis pour une chanteuse, que c'est ses premiers films cette année, elle s'en sort franchement bien pour elle. J'espère que pour elle, c'est le début d'une belle carrière au niveau du cinéma. Je suis bien d'accord. Pour les autres, c'est
On va les garder pour la zone spoiler. Entre autres, pour Xavier Dolan, qu'on va reparler un peu plus loin, parce qu'il y a quand même un petit rôle dans le film à mentionner. Mais je pense que c'est important de le garder pour la zone spoiler, parce que... C'est ça. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais. Donc, on va avec la critique générale du film. Ouais. Encore une fois, je te laisse la parole. C'est un film que, comme on n'avait aucune attente, on est allé en souhaitant vivre une belle expérience. Et c'est le cas. J'ai vraiment eu du plaisir à écouter ce film-là. C'est une belle surprise. Ça va être un chef-d'œuvre monumental. Il y a quelques petites longueurs un peu qui sont un peu frustrantes. Des fois, le montage du film peut être un peu déroutant, mais ça n'en fait pas un défaut. Je pense que les acteurs sont tous honnêtes dans la façon qu'ils jouent. C'est tous des personnages qui sont hauts en couleur. On a le droit vraiment à un trailer qui est vraiment intéressant. Le film commence avec un long moment de silence au début. On reviendra dans les spoilers. Mais ça mettait déjà le ton sur comment le film va se dérouler. Et j'ai vraiment apprécié. C'est comme une belle expérience. C'est le genre de film qui se vit bien au cinéma, là. Je suis vraiment content d'avoir été le voir. C'était un bon guest qu'on a pris, toi puis moi, puis on a eu du plaisir. Ça fait du bien entre 2-3 gros blockbusters. Je suis bien d'accord, c'était un bon divertissement, c'est une belle surprise, j'avais pas d'attente vraiment. J'avais vu des teasers et une bande-annonce au cinéma et ça m'avait beaucoup intrigué l'ambiance de ce film-là, surtout de l'époque. J'aime beaucoup cette époque-là. J'aime ça voir des films dans les années 60, 70. Je trouve que c'est une belle époque pour des films plus sombres parce que il n'y a pas de technologie. Ça, il y a des tourneurs vraiment incroyables. J'aime beaucoup cette ambiance-là de l'époque. Et je l'ai retrouvé ici dans ce film-là. Le casting, je l'ai adoré. C'est inquiétant, il est très surprenant. Le film me surprend du début à la fin, à la mesure que la façon que c'est filmé. Comme tu as mentionné, il y a un long silence au début qu'on va emmener plus tard, mais il y a une longue scène silencieuse et c'est très déroutant. Il y a aussi les perspectives utilisées dans le film parce que plusieurs fois on voit la même scène, mais de différents points de vue. Et ça amène tout le temps un nouvel aspect intéressant de la scène. Et c'est surprenant. Et il y a des tournures incroyables. Et à chaque fois que tu dis il peut pas te plus surprendre, il finit par te surprendre encore plus. Et donc c'est vraiment digne de Drew Goddard. Parce que La cabane dans les bois, c'était ce style-là. Les tournures qui s'apprenaient dans le film étaient très surprenantes. À chaque fois, t'es comme oh. Exactement. Et les 3 fois dans la salle, toi puis moi, on s'est lâché des petits. What the fuck? On s'est regardé comme. C'était vraiment surprenant comme film. Même le gars en arrière de nous autres, il s'exprimait beaucoup. Ah, lui, ouais. Mais c'est le genre de film que t'es content d'avoir vu parce que t'es content d'être surpris. T'es content de faire comme, hey, j'ai vu ça puis je m'y attendais pas. Ce qui est le fun, c'est que La cabane dans les bois, quand je suis allé le voir, c'était à peu près la même expérience. Je savais rien du film, j'avais juste eu quelques petits feedbacks parce que le film prenait des risques étranges. J'ai fait, why not, là, je vais aller le voir. Puis j'avais été super surpris, puis j'ai eu quasiment la même expérience. Moi aussi, je suis très d'accord. Et vraiment, c'est un film à voir. Je le recommande. Un film qui n'est pas un blockbuster à voir. Là, celui-ci va probablement se retrouver dans notre classement à la fin de l'année. Ouais, c'est un film qui mérite sa place. Qui est vraiment, c'est une belle petite perle, je trouve, comme film. Et pour toute son ambiance, son époque, les personnages, les tournures, c'est vraiment un film à voir. Donc, vraiment, plus pour en parler en détail, on va aller dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler, on va parler en détail du film. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur ce film-là, parce que, comme on l'a répété à plusieurs reprises, c'est très surprenant comme film. Et ça, c'est quelque chose qu'on est d'accord tous les deux. Il y a des tourneurs. Dès le début, je pense qu'on va parler de la fameuse scène de silence. Parce que le film ouvre sur une scène qui dure, je pense, 5 minutes. Si je me trompe pas. D'une longue séquence de silence qu'on voit juste un homme qui rentre dans une chambre d'hôtel, qui va tout déplacer la chambre, enlever le tapis, faire un trou dans le plancher, ranger un sac, tout replacer, prendre l'air dehors, rentrer, pour finalement répondre à la porte puis de se faire tirer dessus. Ouais, c'est ça, puis c'est quoi, c'est 3-4 minutes facile, là? J'allais presque jusqu'à 5 minutes, là, c'était... Et écoute, pour vrai, vu qu'on savait pas c'était quoi le film, ouais. J'étais sénère, je me dis, Chris, y a-t-il quelque chose qui va arriver, genre, de fucking intense, puis finalement, j'ai pas fait de surprise, j'ai pas fait de saut à ce moment-là. Non mais plus. Ça mettait à la table, par exemple. Ouais, puis ils te mettent ça, puis après ça coupe, puis t'as comme l'intro qui part, puis t'as pas d'explication sur cette scène-là avant comme le 3/4 du film. Non, c'est ça. Tu te dis, mais pourquoi il met ça au début du film? T'as pas le lien. Puis après, le film part, et une des choses que j'ai trouvé bien, puis je pense que c'est pour rendre hommage au film de cette époque-là, le film est découpé en chapitres.
Puis t'as comme des cadres à chaque temps de temps. T'as comme le cadre, ça dit, mettons, chapitre, chambre numéro 2. Chambre numéro 3. Ouais. Puis à chaque fois, c'est comme un chapitre sur un personnage. Puis j'aimais ça, puis ça permettait de développer chaque personnage, puis de les faire entrecroiser. Parce qu'au fur du film, tous les personnages finissent par s'entrecroiser. Et de cette manière-là, je trouve ça bien. Ça fait comme des transitions intéressantes. Ouais, c'est ça, parce que des fois, c'était juste une perception différente. On va jouer avec les flashbacks, on va prendre des perceptions comme... Tu sais, par exemple, quand John Hamm se fait tirer, mais là, on le voit du point de vue mettons, de Jeff Bridges et de Miles qui sont dans le corridor, mais t'as aussi la version de Cynthia qui est dehors puis qui regarde John Hamm se faire exploser, ou comme t'as la version de John Hamm qui rentre puis qui se fait exploser. Ouais. Tu sais, mais ça amène un... Oui, on réutilise la même scène, mais on l'amène de certains points de vue. J'ai vraiment trouvé ça intéressant pour vrai. Puis finalement, en bout de ligne, c'est que la boucle est bouclée à la fin. Ouais, c'est ça. Tout s'entrecroise pour faire juste une ligne au final. Et ce qui est surprenant, c'est qu'au fil du film, plusieurs personnages principaux finissent par mourir. Oui. Ah ouais, John Hamm, je m'attendais pas à ça pour vrai. Il meurt assez vite dans le film. Quoi, 30 minutes après? À peu près, là, il est introduit, il fait le tour de sa chambre, il arrange les micros, il retourne dans la bâtisse principale, il ressort, il va voir la fille, il hésite, après t'as la vision de la fille, elle ouvre la porte, il rentre, il essaie de négocier, se tirer. Ouais, puis ça amène au point justement que c'est la première question que je t'ai posée en sortant de la salle. Ouais, mais lui, il travaillait-tu pour il travaillait pour qui dans le fond? Parce que lui, il enlève des micros, c'est ça que tu m'as fait réaliser, puis ça avait du sens, c'était peut-être des micros russes, vu que c'est comme deux micros complètement différents. Fait qu'il y avait deux pays Mais qui si je comprenais, il s'espionnaient. travaillait pour genre le FBI, là. Puis c'est ça, parce que ça ressemblait beaucoup à. Souvent, les films qui sont tournés pendant la guerre froide, comme le cas ici, souvent ils mettent le côté communiste, vraiment guerre froide, tout ça, souvent ils mettent des éléments dans les films, et souvent c'est représenté par les micros. Souvent, chaque pays va avoir son type de micro. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait le tour de sa chambre, et il sort tous les micros. Puis il t'en trouve un paquet, il y en a comme une dizaine de chaque. Puis il y a deux sortes. T'as des micros noirs, puis t'as des micros beige. Puis après, il va à la cabine téléphonique, puis il appelle, puis il dit j'ai trouvé nos micros, mais j'en ai trouvé le même équivalent d'un autre camp. Puis il dit je comprends pas pourquoi il y a ça là, genre. Puis là, il s'interroge, puis là, il dit reste là, continue à enlever les micros, mais interfère pas. Puis c'est ça qu'il décide d'intervenir parce qu'il a découvert que. Parce qu'il découvre qu'il y a une pièce secrète qui relie toutes les chambres d'hôtel. Ah ouais, puis ça t'amène-tu une tension, ça? Parce que tu C'est- sais jamais ce qu'il va voir en plus. Ouais, c'est ça, parce qu'il va de pièce en pièce, puis là, t'es comme, ok. Puis il voit, au début, le premier qu'il voit, c'est Jeff Bridges, qui est en train de faire un trou dans sa chambre. Puis t'es comme, ok. Ben, louche, lui. Là, il continue, là, il y a la fille qui chante, fait que, ok. Là, il arrive à la troisième chambre, t'as la fille qui est attachée, qui est en train d'attacher une fille. Elle était pas peur. Elle laissait la porte longtemps ouverte. Oh, aucune crainte. Ouais, c'est la seule affaire que j'ai fait comme. Ah. Mais tu sais, Jeff Bridges, je me demandais si c'était pas un freak parce qu'il repasse devant, puis il est comme debout dans le trou, puis il regarde dans les airs. T'es comme, voyons, hostie. Tu comprends plus tard, c'est parce qu'il y a des trous de mémoire, là. Ouais, c'est ça fait sens, là. Mais hey, le film, tout le long, il te fait poser des millions de questions, c'est Ouais, ça. parce que pour vrai, les 30 premières minutes, tu sais pas si ça va être un film de, mettons, Meurtre et Mystère, ou si ça va être. Tu sais pas où que ça s'en va. Puis je pense que c'est ce qui fait une des qualités du film. Parce que les acteurs jouent tellement bien leur rôle. Ils ont tellement comme des personnages complètement différents un de l'autre. Quoique, pas Cynthia, Dakota Johnson. C'est peut-être le personnage, je trouve, un peu plus faible au niveau de l'écriture. Parce que oui, je comprends que sa sœur. Elle est victime d'une secte. Ouais, c'est ça. Elle est comme été brainwash dans une secte. En plus que genre son père était un être ignoble, là, puis elle a fini par le tuer comme il a fait. C'est juste Dakota que je suis comme moins sûr de son écriture. Miles, qu'on s'attend pas à grand chose de lui, tu t'attends juste que ce soit le jeune de service qui aurait pu même se faire tuer genre à moitié du film sans surprise. Il y a une méga twist. Ouais, puis vraiment, mais une twist très touchante. Pour vrai, il ressemble beaucoup à Tom Holland, là, ça me faisait capoter. Et de deux, il est vraiment bon là-dedans. Il est touchant, puis il est très, il joue très bien. Là. Le film est bon pour te laisser des indices tout le long pour chaque personnage. Il dit d'avance un peu ce qui va arriver, mais tu le comprends pas parce qu'il te laisse juste un indice. Puis ce personnage-là, dès le début, il te laisse plein d'indices, puis tu prends pas trop en compte ces indices-là. Tu sais, au début, il arrive, il est en retard, il est pas tout là. Après, tu vois qu'il se drogue. Après, il veut voir le prêtre pour qu'il lui pardonne de ses péchés. Puis quand il découvre la pièce secrète, il dit ça c'est rien. Mes vrais péchés, c'est autre chose. J'ai fait vraiment le mal. Puis t'es comme, ok, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est ça, mais. Qu'est-ce qui peut être pire, là? C'est ça. Quand t'espionnes du monde qui faut des loups. Puis il dit j'ai vu un homme coucher avec un loup, puis il était tout nu, puis là, t'es comme, ok. Ah, ça, c'était bizarre. Puis il prend le temps de détailler la scène en plus. Ouais, puis finalement, dans le fond, on apprend que le gars, il couchait pas vraiment avec le loup, mais il faisait juste le serrer comme tout nu. Ouais.
Ouais, c'était bizarre. Mais il y a encore des histoires, mais bref, l'hôtel est de plus en plus troublante à force du temps. La petite qui se fait enlever, c'est une petite tabarnak, hein. Ouais, écoute, Genre, il fait, je connais pas vos noms. Le gars, il est attaché sur la chaise, puis il est en face de Dakota, puis elle a dit qu'elle va le tuer, puis lui, il est comme, je connais même pas vos noms. La petite Chris, elle saute dans un genre comment ça s'appelle, un lustre. un lustre, ouais. Elle s'accroche après un lustre, puis elle dit leur nom. Comme, moi, je m'appelle Rose. Là, tu le vois comme, Steve, pourquoi elle me dit ça? Ouais. Une petite particularité qu'on n'a pas mentionnée, l'hôtel est. Tout le long du film, il rappelle, est construit sur la limite entre deux États, entre la Californie puis. Ben, ça fait des beaux contrastes de couleurs entre dans les scènes. Tu peux passer du bleu au rouge. Je serais curieux de voir. Tu sais, maintenant, je finis par écouter le film. Genre, est-ce que quand c'est dans le rouge, c'est là que ça va pas bien, puis dans le bleu, c'est là que ça va bien? J'ai pas porté attention, mais je suis sûr qu'il doit. Il y a quelque chose qui a été réfléchi avec ça. Ouais, parce qu'il en forme mention souvent dans le film que c'est comme coupé en deux. Puis, mais ouais. Puis pour nous, le personnage de Jeff Bridges, je l'ai trouvé très touchant. Parce qu'au début, il arrive comme un prêtre qui a l'air gentil. Puis rapidement, tu vois qu'il est comme un côté sombre, surtout parce qu'il creuse dans sa chambre. Puis, surtout au moment qu'il invite la fille chanteuse à manger de la tarte. Puis, tu réalises qu'il jase avec. Puis, tu es comme, ok, finalement, il a l'air d'un bon gars. Puis, il va chercher de l'alcool. Puis, dans le fond, il va chercher de l'alcool, puis tu vois qu'il veut mettre un poison dans l'alcool. Ouais, puis on pense tout parce qu'il veut coucher avec la fille. Il veut la violer, tout. Puis ok, là, ça va virer dark. Puis finalement, il arrive pour lui donner, il se retourne, puis elle l'assomme. Hey, ça a sauté dans la salle, hein? Oh man, j'ai fait le saut, tu t'y attends pas. Ah, ça, je m'y attendais pas. Puis un peu après, t'as comme la scène du point de vue de elle va allumer la musique, elle se retourne, elle le voit, elle enlève ses souliers, elle arrive en courant, pogne le truc de verre. Elle s'en est rendu compte, là. Puis plus tard, elle explique, elle dit j'ai tellement vécu souvent de. J'ai connu tellement de personnes qui sont des trous de cul que je sais reconnaître un quand j'en vois un. Ouais, puis finalement, c'est parce que là, tu te dis, ok, mais le prêtre, c'est un Christ de mange-marde. Ouais. Puis finalement, en bout de ligne, tu finis par comprendre que. T'as raison, c'était pas de la violer, c'était juste pour qu'elle soit inconsciente le temps qu'il ait ouvert le plancher. Fait que le gars, t'es comme. Ouais, mais t'es pas bien de draguer une fille, mais en même temps, je comprends tes intentions, genre. Puis il est plein de regrets parce que, la fois, il y a 15 ans de ça, il a fait un vol qui a mal tourné. Il a perdu un de ses amis, puis finalement, l'autre s'est fait descendre. Puis il s'est retrouvé 15 ans en prison. Puis il a découvert en prison qu'il y avait des troubles de mémoire. Puis là, le docteur il a dit qu'il restait comme 6 mois à vivre. Fait qu'il a décidé qu'il avait tout perdu pour ça. Fait qu'il a décidé de le récupérer avant que ça tombe dans l'oubli. Fait que, tu sais, il est pas méchant, il a tout perdu. Fait que tant qu'à tout perdre. Puis à la fin, finalement, il laisse l'argent à la chanteuse. Puis il brûle aussi il y a un vidéo qui est tout le long, il est mystérieux parce qu'il explique pas c'est qui. Mais il y a une intrigue autour de ça. Tu sais, le film qui est une bobine, puis il dit ça vaut plus que tout l'argent que vous avez là. Mais il explique jamais c'est quoi. Ouais, ben je pense que c'est une bonne chose de garder le mystère. Tu sais, un peu comme Mission Impossible 3, la patte de lapin. Tu sais jamais c'est quoi la patte de lapin. Mais je trouve que c'était intéressant de comme pas le savoir c'est quoi. T'as pas besoin de le savoir, mais tu sais juste que ça a une certaine valeur, puis ça apporte un côté mystérieux au film aussi. Ouais, ben oui. Puis tout le long, tu te poses une question. Ça me fait penser, je pense qu'on pourrait aller au moment de parler plus ou moins le méchant du film. Ouais, je suis d'accord, c'est là que je voulais en venir, moi aussi. Qui est Chris Hemsworth, qui apparaît assez tardivement dans le film, même s'il y a une petite scène au début, dans un flashback, qui rencontre la sœur de Dakota. Ouais, puis je pense que le soleil en arrière de lui qui le cache, c'est comme pour lui montrer comme si c'était un dieu devant elle. Je pense que c'est le but. Là. C'est pas bête. Bref, il t'apprend rapidement qu'ils s'enfuient d'une secte, ces deux filles-là, et que c'est lui le chef de la secte. Puis il est venu les retrouver parce que la petite fille, elle les a appelés. Qui arrive, puis c'est là qu'il fout la marde dans l'hôtel. Déjà que ça commençait à venir lourd. Mais c'est que Chris Hemsworth vole la vedette là, quand il arrivait. Là. Sac. Il me faisait penser un peu à comment il s'appelle le méchant dans Walking Dead? Dans les dernières saisons. Ouais, avec la batte de baseball. Là. Negan. Je parle pas au niveau de gestuel, mais je parle au niveau psychologique. Genre, qu'il va te rire en face, même si toi t'es sur le bord de l'air. Tu sais jamais quand il va éclater puis qu'il va te tuer. Ouais. D'ailleurs, je m'attendais même pas à ce que ce personnage soit comme ça. Là. Mais pour vrai, j'ai trouvé vraiment là, que il t'apporte une tension dans le film. Je me rappelle, toi puis moi, là, on se coupe là-dessus souvent parce qu'on est raide. Ouais. Parce que le film montait en tension. Puis, à un moment donné, il exécute Dakota, justement, devant les yeux de sa soeur. Il fait un jeu de roulette. Ouais. Il dit, toi, je choisis une couleur, toi, je choisis une couleur. Ils veulent pas jouer. Il fait, joue à mon jeu parce que sinon, c'est moi qui décide. Ouais, puis ça amène vraiment une tension, là. Ouf. Surtout après qu'il tue Dakota, il dit, là, vous avez compris les règles du jeu.
Fait que maintenant, vous allez jouer à mon jeu. Fait que là, tout le monde est comme silencieux, il shake tout. Puis là, il dit là, on va dire les vraies choses. Lui, c'est pas un prêtre. Puis là, t'as le soldat, t'as le gars d'accueil, fait qu'il le regarde comme. Tu sais, il est choqué, là, parce que là, il essaie de vouloir se débarrasser de ses péchés. Mais comment ça se fait que Chris Hemsworth, genre, sache autant d'affaires sur le prêtre? C'est pas expliqué, hein? Mais il mentionne qu'il a vu sortir avec un paquet d'argent. Fait que là, il trouvait ça louche de voir un prêtre avec plein d'argent. Fait qu'il a juste déduit de ça. Ok, peut-être, ok, excuse-moi. Parce que moi, c'est le même que je l'ai vu. Non, ça fait sens. Mais ouais, puis, écoute, cette scène-là, il y a une grosse tension, puis ça amène le seul combat du film où que le prêtre qui est joué par Jeff Bridges saute sur Chris Hemsworth, puis se bat violemment, il y a du sang, puis Ah ouais, puis t'as le brûle, là. ouais, il saute par-dessus un truc de feu parce qu'il y a comme des espèces de plaques qui sont accrochées au plafond qui ont du feu dedans. Ouais, c'est ça, c'est comme ouais, c'est comme des foyers ronds en plein milieu des pièces, là. Ouais, c'est ça qui sont suspendus. Puis écoute, la scène est violente, puis il y a du sang, puis tu dis comme Chris Hemsworth se pétait la gueule par Jeff Bridges. Ah ouais. Il est full vieux, Jeff Bridges. J'ai trouvé ça assez comique comme scène. Puis ça montrait un peu aussi qu'il était faible. Ouais. Parce que justement, Sensei il dit écoute, tu te fais passer pour un tough, mais dans le fond, t'es faible. Là. Ouais. Puis il le prend mal, là. Il le prend mal, puis effectivement, puis ça amène là aussi une autre chose que j'ai bien aimé, c'est le Miles Myers, qui on apprend finalement pourquoi il souffre tant. C'est que là, t'as un beau flashback où tu vois qu'il est un soldat du Vietnam, puis il dit qu'il a tué jusqu'à 123 personnes, puis là, il est tanné, il veut plus tuer. Puis quand il a fini la guerre, il a perdu tous ses amis, puis là, il est revenu ici, puis il veut juste la paix. Puis il y a juste des flashbacks de ce moment-là. Puis ça montre bien un traumatisé de guerre. Et j'ai trouvé ça très touchant. Ouais, parce que tu comprends ces affaires de drogue. Parce qu'au début, tu te dis si tu es juste un petit jeune junkie. Ouais. Finalement, non, tu réalises que c'est un gars qui a eu beaucoup de vécu puis qui a pas eu une vie facile, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis il est très jeune en plus, là. Ouais. Puis écoute, tu dis pauvre lui. Puis tu réalises que, écoute, ce gars-là est incroyable. Parce que quand il décide de se ressaisir, puis qu'il se met à tirer, c'est chirurgical. Ah ouais, Thor. Il tue Thor, genre. Thor. Il tue Chris Hemsworth, genre. Comme ça, là, t'as même pas le temps de te préparer, tu sais. T'attends juste il recharge son gun en arrière. Il te tue les 3 gars d'un coup. Il y a une fille en arrière du divan, il tire 2-3 balles. Il y a les 2 dehors. Ils sont à l'autre bout du stationnement, puis il descend les 2. Écoute, c'était choquant comme scène, là. Mais c'est une des twists impressionnantes du film que tu t'attends pas de ce personnage-là. Il reste pas grand monde à la fin. Il en reste 2. Ouais, il en reste 2. Il reste le prêtre puis la chanteuse, puis ça finit la boucle. Je fais une mention aussi avant qu'on finisse du film de Xavier Dolan. Ouais. Qui a droit à un flashback au début du film parce qu'il est le producteur de la chanteuse. Sur le coup, tu te dis, c'est un producteur atypique, il a gentil tout. Puis, à un moment donné, au début, il chante, à un moment donné, il fait, OK, tout le monde s'arrête, je veux parler à toi. Puis là, il reste avec la chanteuse dans le studio. Puis, il commence à parler, puis tu vois qu'il dit plein de sous-entendus dans ses phrases. Là. Il est comme malsain comme personnage. Là. Ouais, il a l'air. Il veut coucher avec. Genre, il dit, faut que tu fasses ce que je te certain. dis. Il est comme genre, faut que tu fasses ce que je te dis parce que sinon, tu sais, tu vas essayer de payer 12$ pour faire du chant. Puis ton temps, tu vas le perdre. T'sais. Moi, je veux pas que tu perdes ton temps. Là. Je veux que tu réussis. Là. Puis il met l'accent là-dessus. Puis comme. Tu sens qu'il y a comme un malaise. J'ai été surpris de son rôle parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse une espèce de trou de cul comme ça. Mais il avait bien, là, je veux dire. Ouais, ben, on aime ou qu'on n'aime pas Xavier Dolan, c'est un bon acteur. Là. Non, c'est un très bon acteur. Puis j'ai vraiment été surpris de la scène. Je m'attendais à le voir un peu plus. Dans la mesure où j'aurais voulu le voir peut-être à la fin ou je sais pas. T'sais. Ouais, c'est ça, je m'attendais qu'on le revoie moi aussi. J'étais surpris de pas le revoir. Écoute, il est là 5 minutes dans le fond. Même pas. Même pas. C'est un flashback. Fait que... Mais effectivement, j'ai aimé ça le mentionner parce que qu'un acteur québécois comme ça, c'est des marques aux États-Unis. C'est toujours le fun de le mentionner. Ça m'appelle une petite parenthèse de même. J'avais vu un film il y a quelques années sur un ancien champion d'échecs aux États-Unis. Avec Tobey Maguire. Avec Tobey Maguire, qui est un excellent film. Ouais, j'avais pas eu ça. J'avais bien aimé, puis surtout, j'avais bien aimé parce que mon père, c'était un grand fan d'échecs, puis quand j'étais jeune, il m'a tout appris ses échecs. Moi, je jouais beaucoup aux échecs quand j'étais jeune. Puis mon père, c'est un de ses idoles quand il était jeune, ce gars-là. Parce que c'est comme le champion d'échecs au monde, puis personne ne le battait, puis c'était incroyable, puis c'est un génie. Puis dans le film, la copine, une copine passagère du personnage, est jouée par Évelyne Brochu, qui est une actrice québécoise. Ok, ouais. Puis c'était genre un de ses premiers rôles aux États-Unis. Elle faisait une prostituée, genre. Ah. Puis on la voit dans quelques scènes, puis elle parle super bien anglais, tout. Puis j'étais surpris, j'étais comme, hey, c'est une actrice québécoise. Puis j'étais voir dans le casting, je fais, hey, ben oui, toi, c'est l'actrice québécoise. Puis c'est le fun de temps en temps de voir ça, des acteurs québécois qui se démarquent à l'étranger. Ça arrive de plus en plus, mais je veux dire, c'est toujours un événement, je trouve, à mentionner, là. Ouais, puis moi, si tu me permets de donner une petite mention avant qu'on aille sur les notes, la musique. Elle est exceptionnelle. C'est vraiment, là, tu peux passer à du Deep Purple, à
des artistes que je connais moins, mais la musique est vraiment excellente. C'est sûr qu'on reste dans les années 60-70, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bien choisi et bien seté. Là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Non, l'ambiance est très bonne. Là. Autant les silences, la musique que le son. Parce que des fois, t'as comme des espèces de. Tu sais, comme un bruit gossant, là, mais la façon que c'est placé, ça crée une sorte d'effet à la scène, une tension. Et surtout le silence au début. T'as pas de musique, t'as rien, mais t'as un bruit, tu sais, Puis ça fait tout pour la scène, donc je suis très d'accord. On est rendu au moment de la note. Ouais. Je te laisse y aller. Moi, je donne un 3.5 sur 5. C'est un bon film, un bon divertissement, un bon trailer. J'ai mis le casting et 5 étoiles. Tout le monde joue vraiment bien. Il n'y a personne qui est en bas de l'autre. Mais j'espère que lui qui fait Miles, on va continuer à le voir. Il m'a vraiment impressionné, surtout à la fin. Je pense vraiment que c'est un acteur très prometteur. Écoute, Drew Goddard, je suis déçu que ton film marche pas nécessairement au box-office parce que je pense que tu le mérites nécessairement. Tout est bon, la musique est bonne, l'image est bonne. Ça fait du bien de voir entre toi et moi, on est allé voir beaucoup de blockbusters ces derniers temps, là, de voir du vrai acting pur jus. Écoute, chapeau bas, j'ai vraiment apprécié mon expérience. Je suis content qu'on ait pris une chance, toi et moi, Matt. Alors, 3.5 sur 5. Je vais dans la même lignée, je donne 3.5 sur 5, je suis bien d'accord. Je te l'avais dit qu'on aurait la même note, hein? J'avais ce feeling-là. C'est un excellent film, le casting est 5 étoiles, l'histoire est vraiment prenante, est très bonne, une très bonne tension. La musique crée un effet incroyable, les sons, tout ça. Les tourneurs dans le film, les différents points de vue qu'on a droit à travers les scènes. C'est excellent. Puis j'aime aussi le concept que j'aimais aussi du film Les Affamés qu'on a critiqué pas longtemps. C'est qu'on commence pas une histoire au début, puis on la finit pas à la fin. On a une histoire qui commence quelque part, puis qui finit quelque part. Ouais, il n'y a pas un réel début, puis il n'y a pas une réelle fin. Il commence à en avoir un peu plus souvent, hein, comme ça, j'apprécie, moi. C'est un style je trouve, qui est intéressant parce que c'est nouveau. Je veux dire, on est habitué de voir un début d'histoire, c'est avec une introduction, puis une conclusion. Dans ce cas-ci, on a une ouverture, puis on a une autre ouverture. Ouais. C'est spécial parce que ça peut être frustrant dans un sens, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont pas expliqués, comme le film qu'on mentionnait. À un moment donné, ils disent ça c'est le truc qui vaut le plus cher, mais ils disent pas c'est quoi. Ouais. Puis à un moment donné, t'es comme ok, c'est un mystère. Ou c'est pour qui travaille le réceptionniste. Parce qu'il dit moi je filme le monde, puis je les envoie aux administrateurs. Mais eux, ils travaillent pour qui les administrateurs? Il y a comme un mystère, mais c'est resté en suspens. C'est vraiment spécial. Puis je veux dire, la fin, elle est comme correcte, mais c'est plus ou moins une happy ending, mais je veux dire, l'histoire continue. Ouais. Ouais. C'est pas une fin en soi. J'ai apprécié la fin. J'ai apprécié la fin aussi. Mais j'ai aimé le style du fait que, on commençait pas avec une méga introduction, c'est juste l'histoire continue. Ces personnages-là ont existé avant. Là, on vous montre ce qui se passe là parce qu'il se passe de quoi d'important là. Mais avant, c'était pas important, tu sais. Je trouve ça intéressant comme style. Donc, il mérite 3.5 sur 5 amplement. Un film à découvrir. Donc, c'est déjà tout pour le podcast. Écoutez, vous pouvez me suivre, moi, Mathieu Becprévost, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. Et vous pouvez toujours nous suivre, la Ligue des Cinévores, partout. Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, DJ Pod, RZO, Canal Cinéma. Vous pouvez nous suivre aussi sur les ondes du 101.9 CHI les samedis soirs. Là, je veux le préciser, j'ai déjà précisé il n'y a pas longtemps, mais on est rendu décalé de 2 épisodes. C'est mon erreur à moi. J'ai oublié d'envoyer l'épisode à temps. Donc, quand ça passe après la mise en onde, il est trop tard. Donc, on est décalé de 2 épisodes. Donc, si vous êtes habitué de nous suivre à la radio, sachez que vous êtes décalé de 2 épisodes. Ce qui n'est pas très grave en soi. Ce qui fait en sorte que pendant le temps des fêtes, on va être à jour. Parce que pendant nos vacances, ça va égaliser le retard. Donc, de ce côté-là, ça ne me dérange pas. Donc, voilà, c'est déjà tout. Et on vous dit, restez à l'écoute et à la semaine prochaine. Abamasa.